Roberto Duran naît le 16 juin 1951 à Panama City, dans le quartier populaire d'El Chorrillo, d'une mère panaméenne et d'un père militaire américain d'origine mexicaine. Roberto grandit dans la misère la plus extrême, malgré les efforts que déploie sa mère Clara pour l'en préserver. Le jeune garçon travaille tour à tour comme cireur de chaussures ou vendeur de journaux. Il doit souvent se défendre à la force de ses poings pour défendre son tas de journaux, convoité par des vendeurs un peu plus âgés. Il commence la boxe à l'âge de 8 ans dans le gymnase local, le Neco de la Guardia Gymnasium. Sa carrière amateur ne débute pas de la meilleure des manières et il enchaîne 3 défaites. Et Roberto n'est pas du genre à se décourager, il trouve son propre style et enchaîne 29 victoires consécutives. En février 1968, Roberto n'est âgé que de 16 ans, un célèbre entraîneur panaméen du nom de Quinones vient le chercher alors qu'il est en train de repeindre une maison pour 1,50$ la journée. Il lui en propose 25 pour monter dans le ring en tant que professionnel. Duran lui répond « Qui dois-je tuer ?» Cette fois, la réussite est sans appel. Il combat 31 fois en à peine plus de 4 ans sans jamais rencontrer autre chose que la victoire sur son chemin. Il remporte 28 de ses 31 victoires par KO et accroche au passage la tête d'Ernesto Marcel, futur champion du monde WBC des plumes, et celle de Hiroshi Kobayashi, ancien champion du monde undisputed des super mouches, l'envoyant au passage à la retraite. Le 26 juin 1972, Roberto Duran affronte Ken Buchanan au Madison Square Garden de New York pour le titre WBA des légers. Duran, bien que considéré comme l'outsider, déchaîne ses mains de pierre et envoie le champion au tapis dès les 15 premières secondes du combat. S'en suivra un démantèlement en bonne et due forme qui se terminera par arrêt de l'arbitre au 13e round. Duran est maintenant champion WBA et linéaire des légers. Il combat 3 fois en l'espace de 3 mois. Il bat d'abord Greg Potter, puis Lupe Ramirez avant de perdre à la décision unanime contre Esteban de Jesus. De Jesus lui fait goûter le tapis pour la première fois de sa carrière. Cependant, Duran est toujours champion du monde WBA. En effet, les 3 combats que je viens de citer ne mettaient pas en jeu sa ceinture. Le chef militaire du Panama, Omar Torrijos, avait interdit toute défense en dehors du territoire panaméen tant que Duran n'avait pas combattu à nouveau au pays. Une revanche contre De Jesus arrive après quelques défenses de titre réussies. Duran venge sa seule défaite en mettant KO De Jesus au 11e round. Après 12 défenses victorieuses de sa ceinture WBA, dont 11 par KO, et avoir capturé la ceinture WBC lors d'un 3e combat contre De Jesus, Duran rend vacant son titre undisputed des légers pour monter chez les welterweight. 8 combats chez les welter en 2 ans pour autant de victoires, dont 2 contre des anciens champions du monde, Carlos Palomino et Zeferino González. Le 20 juin 1980, au stade olympique de Montréal, Roberto Duran, présentant alors un palmarès de 71 victoires et 1 défaite, défie le champion du monde WBC en titre, un certain Sugar Ray Leonard. Ray Charles Leonard naît le 17 mai 1956 à Wilmington, en Caroline du Nord. Sa mère, Guetta Leonard, lui a donné le nom de son idole, l'immense Ray Charles. La famille, composée de 9 membres, déménage d'abord à Washington DC quand Ray est âgé de 3 ans, puis s'installe définitivement à Palmer Park, dans le Maryland, à l'aube de ses 10 ans. Son père gère un supermarché et sa mère est infirmière. Ray grandit dans un foyer aimant et sans problème financier. Il commence la boxe à l'âge de 13 ans sous l'influence de son grand frère, Roger. Dave Jacobs, un ancien boxeur, le prend sous son aile. Il s'entraîne au Palmer Park Rec Center, le gymnase local qui ne dispose pas de ring de boxe. Les boxeurs évoluent sur un terrain de basket sans aucune forme de rembourrage ou de tapis, et développent tous un excellent sens de l'équilibre et une magnifique défense, de peur de chuter directement sur le parquet. Ray fait partie de la chorale de l'église, bien loin de l'image qu'on se donne du boxeur. Il participe à des tournois nationaux et même internationaux alors qu'il n'est âgé que de 16 ans. Il ne gagne aucun trophée majeur, mais il se qualifie dans le dernier carré à chaque fois, rivalisant avec des boxeurs bien plus âgés et plus expérimentés. Sarge Johnson, le coach assistant de l'équipe nationale de boxe américaine, dira un jour à Jacobs « That kid you got is sweet as sugar ». Le surnom va rester, devenant presque son prénom. Évidemment, c'est un immense honneur pour le jeune Ray, car ce surnom n'est pas sans rappeler le plus grand boxeur de tous les temps, Sugar Ray Robinson. En 1973, Sugar Ray Leonard franchit un nouveau palier en remportant les Golden Gloves, l'équivalent d'un titre national, exploit qu'il réédite l'année suivante avant de remporter les Jeux panaméricains en 1975. En 1976, Leonard se qualifie pour représenter les USA aux JO de Montréal dans la catégorie welterweight. Il remporte la médaille d'or sans concéder le moindre round tout au long de son parcours. Il termine
termine sa carrière amateur sur la plus haute marche du podium olympique avec un palmarès de 165 victoires et 5 défaites. Léonard veut arrêter la boxe et se consacrer à ses études dans la communication. Ses parents sont malheureusement victimes de problèmes de santé, une méningite pour son père et une crise cardiaque pour sa mère, et Léonard doit payer la pension de l'enfant qu'il a eu alors qu'il n'avait que 17 ans. Il devient boxeur professionnel par contrainte financière. Sugar Ray participe à son premier combat pro le 5 février 1977 devant plus de 10 000 spectateurs au Civic Center de Baltimore. Sa médaille d'or olympique lui vaut une immense attention médiatique, bien plus grande que n'importe quel autre boxeur faisant ses débuts professionnels. Léonard se balade lors des 24 combats suivants, engrangeant 16 KO au passage. Le 30 novembre 1979, au mythique Caesars Palace de Las Vegas, il se présente face au champion du monde WBC invaincu des welterweight, Wilfrid Benitez. Léonard délivre une véritable masterclass contre un double champion du monde au palmarès de 38-0. Dans le 15e, alors qu'il est en avance sur le quart de scoring des 3 juges, Léonard envoie Benitez au tapis une nouvelle fois avant de provoquer l'arrêt de l'arbitre sur un enchaînement de coups sans réponse à 6 secondes de la fin du combat. Moins de 6 mois plus tard, Léonard défend sa ceinture WBC contre Dave Green en l'emportant par KO au 4e round sur un crochet du gauche dévastateur. Le 20 juin 1980, Léonard revient au stade olympique de Montréal qui l'avait vu sacré champion olympique quelques 4 années auparavant. Le challenger qui se tient face à lui présente un record impressionnant, 71 victoires pour une seule défaite. Et il est l'ancien champion undisputed de la catégorie inférieure, Roberto Duran. Le 9 mai 1980, un méga fight largement attendu par les fans est annoncé en grande pompe. Le champion WBC des welter au palmarès de 27-0, Sugar Ray Léonard, affrontera au stade olympique de Montréal celui qui vient tout juste d'être élu combattant de la décennie, l'ancien champion undisputed des légers, l'homme aux 71 victoires en 72 combats, Roberto Duran. La science de Léonard contre la bestialité de Duran, l'élégance de Sugar contre la brutalité de Manos de Piedra, le gamin des beaux quartiers américains contre l'enfant des bidonvilles panaméens. Les deux meilleurs boxeurs de la catégorie s'affrontent pour la ceinture WBC et la ceinture The Ring. Léonard est le grand favori des bookmakers et de la presse. On l'estime trop frais, trop technique, trop grand pour un Duran que certains voient vieillissant. 15 rounds de pure magie. Un combat à la hauteur des attentes. Sugar Ray veut prouver qu'il est capable d'être aussi macho que Duran et abandonne son style habituel pour accepter un combat tout en brutalité. Mais Duran est plus actif, il touche plus souvent et surtout plus durement. And what he does. Now watch another shot of this. Look at the right hand land flush, right on the jaw. Now if he'd have landed... Leonard, 144, Duran, 145, le nouveau champion du monde, Roberto Duran. Duran l'emporte par décision majoritaire. Il déclare après le combat que Léonard est le meilleur adversaire avec qui il a croisé le fer lors de ses 73 combats professionnels. Évidemment, un tel combat ne peut qu'être suivi d'un rematch. Rematch annoncé très rapidement et qui prendra place le 25 novembre 1980 au Superdome de la Nouvelle-Orléans. Les titres WBC et linéaires sont toujours en jeu. Léonard, qui n'est maintenant plus invaincu, a fait des ajustements dans son camp d'entraînement mais surtout sur son game plan. Cette fois, hors de question de rentrer dans une bagarre avec Duran. Il faut qu'il utilise l'intégralité de ses compétences de ce qui a fait de lui un champion olympique et un champion du monde. Léonard redevient Sugar. Il bouge sans cesse, bombarde le champion de jab tranchant. Léonard est en transe, il se permet de provoquer son adversaire et de jouer avec lui. Dans les dernières secondes du 8e round, Duran tourne le dos à Léonard, fait un geste de la main qui sous-entend un abandon. L'arbitre s'approche, circonspect. Duran lui souffle « no mas », pas plus en français. L'arbitre annonce la fin du combat. Léonard est de nouveau champion du monde linéaire et WBC des welter. Le boxeur vient de faire abandonner le guerrier. Le monde de la boxe est sous le choc. L'épisode du no mas restera comme un des plus grands mystères de l'histoire de la boxe. Duran dément avoir prononcé ces mots. Il prétend avoir dit « no sigo », je ne continue pas. Il explique avoir abandonné à cause de crampes d'estomac dues à un petit déjeuner trop copieux. Léonard défend ses titres contre Larry Bonds.
avant de monter de catégorie et d'affronter Ayoub Kaloulé pour la ceinture WBA des super welter. Léonard se débarrasse du champion invaincu en 9 rounds. Une performance remarquable qui le prépare de la meilleure des manières à son prochain défi. Le 16 septembre 1981, sous les lumières du Caesars Palace de Las Vegas et devant plus de 23 000 fans en délire, Léonard se tient face à un autre champion, qui a été élu boxeur de l'année 1980, un dénommé Thomas Hearns. Thomas Hearns naît le 18 octobre 1958 à Memphis dans le Tennessee. Sa mère s'occupe seule de 9 enfants et la famille déménage à Détroit alors que Thomas est âgé de 5 ans. 5 ans plus tard, Tommy commence la boxe au King Solomon Gym. Son entraîneur quitte la salle et Hearns va décider de continuer la boxe mais dans un autre gym, le Kronk Gym. Sous la supervision d'un jeune coach nommé Emmanuel Stewart, Hearns remporte plusieurs titres nationaux chez les amateurs et fait son passage chez les pros après 163 combats dont 155 victoires. Il est même convié au début de l'année 77 à participer au camp d'entraînement du champion olympique en titre récemment devenu pro, Sugar Ray Leonard. Le jeune amateur avait vendu chèrement sa peau et avait posé de sacrés problèmes au champion. L'enseignement de Stewart est visible dans le changement de style de boxe de Hearns. Lui qui était plutôt un boxeur qui gagnait à la décision, grâce à sa précision et son volume devient un puncher redoutable. Il commence son aventure chez les pros le 25 novembre 1977 contre Jerome Hill. Il emporte le combat par KO comme les 16 suivants. Hearns se trace un chemin vers le titre à vitesse grand V. Il se présente le 2 août 1980 face à Pipino Cuevas, le champion du monde WBA des welter, avec un palmarès de 28 victoires en autant de combats, dont 26 par KO. Le combat a lieu à la Joe Louis Arena de Détroit, la foule en délire est entièrement acquise à la cause du héros local, Thomas de Hitman Hearns. Mais même ses plus fervents supporters n'avaient osé espérer une telle performance. Hearns l'emporte par KO technique au second round. Le petit gars de Détroit est champion du monde WBA des welter et Emmanuel Stewart tient son premier champion du monde, le premier d'une très longue série. Le public scande « We want Duran, we want Duran ». L'affrontement de rêve entre les deux punchers les plus dévastateurs de la boxe semble écrit d'avance. Duran vient de prendre le titre WBC et linéaire à Léonard. Un combat pour décider du prochain champion undisputed de la catégorie fait saliver le monde de la boxe. Duran préfère cependant défendre ses titres lors d'un rematch contre Sugar Ray à la fin de l'année 1980. Rematch qui verra donc Léonard reprendre ses titres. Hearns réalise 3 défenses victorieuses de son titre WBA, toutes terminées avant la limite. Le 16 septembre 1981, le combat tant attendu pour l'unification des titres chez les welter a enfin lieu. Le Caesars Palace construit pour l'occasion une arène éphémère pouvant accueillir plus de 23 000 spectateurs sur son parking. Dans le coin bleu se tient le champion du monde WBC et linéaire des welter, Sugar Ray Leonard. Dans le coin rouge, le champion du monde WBA des welter, Thomas de Hitman Hearns. Un combat prévu en 15 rounds pour la suprématie de la catégorie. La foule retient son souffle, tout le petit monde de la boxe tremble d'excitation. Le combat tient toutes ses promesses et même bien plus encore. Il remportera la récompense du combat de l'année 1981 de The Ring Magazine. Hearns domine le combat, installe son jab caractéristique et sa puissance physique. L'œil gauche de Léonard est gonflé, mais le champion a un cœur de lion. Il fonce sur Hearns, lui assène un crochet du gauche en plein menton. Hearns survit tant bien que mal aux 2 rounds suivants, prouvant lui aussi qu'il est un véritable champion dans l'âme. The Hitman reprend l'ascendant sur les rounds suivants et passe très largement en tête sur les cartes des juges. Avant qu'un Léonard boosté par son entraîneur Angelo Dundee décide de tenter le tout pour le tout. Il envoie Hearns au tapis par 2 fois lors du 13e round.
Le 14e round marque la fin du combat et la victoire de Sugar Ray sur arrêt de l'arbitre. Leonard est le champion incontesté des welter et prouve qu'il a su revenir de sa première et unique défaite contre Duran. Et en parlant de Roberto Duran, l'abandon contre Leonard a non seulement beaucoup affecté sa cote de popularité, mais aussi son état mental. Il perd 2 de ses 4 combats suivants, dont un combat pour le titre WBC des Super Welter contre Wilfried Benitez. Il signe alors avec Bob Arum chez Top Rank, qui va l'aider à reconstruire sa carrière. Une victoire par KO au 4e round contre Pipino Cuevas lui offre les portes d'une nouvelle chance à un titre mondial. The referee to apply the finishing touches. Cuevas in big trouble to hang on. Too much time for this round. Too much. Confident that he's about to conclude matters. Cuevas in total command. Cuevas taking a beating. It's on. Puncher, and he is through. That's it. Le 16 juin 1983, le jour de ses 32 ans, Manos de Piedra défie Davey Moore pour le titre WBA des Super Welter. Dans son style caractéristique et comme s'il avait 5 ans de moins, Duran détruit totalement le champion et emporte la victoire par KO au 8e round. Il décide de monter encore d'une catégorie et on lui donne sa chance pour affronter le champion undisputed des poids moyens, un dénommé Marvin Hagler. Marvin Hagler naît le 23 mai 1954 à Newark dans le New Jersey. Aîné d'une famille de 6 enfants, il est élevé par sa mère. Il enfile les gants pour la première fois à l'âge de 10 ans sur les conseils de Mr. Joe, l'assistant social qui s'occupe de la famille, mais sans pratiquer régulièrement la boxe. En 1967, alors que le jeune Marvin est âgé de 13 ans, des émeutes éclatent dans la ville. Des officiers de police blancs ont tabassé gratuitement John William Smith, un chauffeur de taxi noir. Une guerre raciale entre la police et les habitants fait rage dans la rue. Ida May, la mère de Marvin, ordonne à ses enfants de rester au sol et de ne pas s'approcher des fenêtres. 5 jours durant, la famille vit cloîtrée, rampant, prisonnière de son propre appartement. Des milliers de balles fusent, des bâtiments sont incendiés, la garde nationale arrive en renfort à bord de tanks. À la fin de ces 5 jours de guerre civile, on dénombre pas moins de 26 morts et 727 blessés. Le bâtiment dans lequel vit la famille Hagler est détruit. La famille déménage à Brockton, dans le Massachusetts, ville du boxeur légendaire Rocky Marciano. À 14 ans, il quitte l'école pour travailler dans une usine de jouets afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il commence la boxe en 1969 sous la tutelle de 2 frères, Pat et Goody Petronelli. Il débute sa carrière amateur immédiatement et enchaîne les succès. Lorsqu'il se lance chez les professionnels en 1973, Hagler a disputé 54 combats amateurs et en a remporté 52. Ses débuts sont tonitruants. Il dispute 26 combats en 2 ans et demi pour 25 victoires et 1 égalité. Il accroche à son palmarès notamment le nom de Sugar Ray Seales, le champion olympique en titre, qu'il affronte par 2 fois. Résultat, 1 victoire et 1 nul. Son premier revers arrive en janvier 1976 lorsqu'il s'incline à la décision contre Bobby Watts, un résultat plus que scandaleux, les juges ayant ouvertement favorisé le boxeur local. Il emporte le combat suivant avant de connaître à nouveau la défaite contre Willie Monroe. Et Marvin Hagler n'est pas du genre à se laisser abattre. Il a connu des épreuves bien plus difficiles dans sa vie. Il se lance dans une série légendaire de 20 victoires consécutives en l'espace de 3 ans. Marvin est dangereux, les champions de la catégorie font tout pour l'éviter. Mais Hagler ne se décourage pas et décroche enfin sa chance au titre tant attendu et mérité. Le 30 novembre 1979 au Caesars Palace de Las Vegas, en co-main event de Sugar Ray Leonard versus Benitez, Marvin Hagler fait face au champion Vito Antuofermo et le défie pour son titre incontesté des poids moyens. Les deux hommes affichent un palmarès quasi identique, 46 victoires, 2 défaites et 1 nul pour le challenger, contre 45 victoires, 3 défaites et 1 nul pour le champion. Le style unique d'Hagler pose des problèmes au champion. La capacité du challenger à boxer dans les 2 gardes et de passer de l'une à l'autre avec une aisance inédite est souvent un casse-tête difficile à résoudre pour ses adversaires. Après 15 rounds âprement disputés au cours desquels les combattants se sont rendus coup pour coup, la décision est annoncée. Un nul. Hagler repart du ring les mains vides, persuadé d'avoir fait le nécessaire. Il reviendra encore plus fort. Il participe à 3 combats, vengeant au passage sa défaite contre Bobby Watts par KO au second round avant de se voir donner une nouvelle chance au titre.
Antuofermo Fermo a perdu son titre incontesté des mains de l'anglais Alan Minter. Et le 27 septembre 1980, c'est à la Wembley Arena de Londres que Marvin Hagler défie le nouveau champion. Cette fois, hors de question de laisser la décision dans les mains des juges. Hagler submerge de coups son adversaire, obligeant l'arbitre à arrêter le combat au 3e round. Minter's mouthpiece out. Minter is hurt. Minter is ready to go. It's only the 3rd round and Hagler is all over it. Fighting without his mouthpiece now. Mitch has not been able to make his own fight. Now, the referee, Barisav, has informed a man. The fight stopped. It's over that quickly. The middleweight champion of the world is Marvin. Sous les huées, les insultes racistes et les jets de canettes de bière, Hagler quitte le ring protégé par ses entraîneurs, mais en champion. S'ensuit une série de 7 victoires, toutes obtenues par KO, au cours de laquelle il bat enfin Antuofermo et il s'empare de la toute récente ceinture IBF. Le 10 novembre 1983, au Caesars Palace de Las Vegas, Marvelous Marvin Hagler met en jeu son titre incontesté des poids moyens contre l'ancien champion incontesté des légers, WBC des welter et l'actuel champion WBA des super welter, Roberto Duran. Les ceintures WBA, WBC, IBF et The Ring sont en jeu. Mais au-delà des titres, au-delà de la bourse de plusieurs millions de dollars que vont toucher les boxeurs, quelque chose d'encore plus important est en jeu. La rédemption pour Duran qui subit encore de vives critiques après l'épisode du No Mas. La reconnaissance et le respect dû à un des plus grands poids moyens de tous les temps pour Marvin Hagler. Duran peut devenir le premier boxeur de l'histoire à remporter un titre de champion du monde dans 4 catégories différentes et asseoir encore un peu plus son statut de légende vivante du sport. Hagler peut ajouter à son immense palmarès le nom d'un des plus grands boxeurs de l'histoire. Hagler est plus grand, plus lourd, plus jeune que son adversaire. Et Duran est une légende pour une bonne raison. 13 rounds d'action et d'échange à la fin desquels les deux boxeurs sont à égalité sur les cartes des juges. Duran a le vent en poupe et a dominé les 3 derniers rounds. Les frères Petronelli encouragent Marvelous à se donner à 300% sur les 2 derniers rounds, sentant la décision échapper à leur poulain. Hagler puise au fond de lui et donne tout dans ces 2 derniers rounds. He won't fight right hand more often. Look at him go to the body of Duran. Good uppercuts by Hagler. In the first 20, and Hagler, who has been dominant. Some people thought it was the other way around. Seconds to go in the fight. Left hand by Hagler. And Roberto Duran drilled Hagler with his own right. 15 seconds to go. 2 warriors, 2 champions, going the full 15 rounds. Hands of Stone turned out to be a formidable opponent. And he rocks Hagler with the right hand, Hagler with the left, as we head for the belt. 144-142. 144-143 et 146-145. Marvelous Marvin Hagler l'emporte sur le fil du rasoir à la décision unanime. Hagler est enfin reconnu à sa juste valeur. Quant à Duran, il a livré une guerre incroyable et magnifique. Il a prouvé qu'il avait toujours son cœur de lion. On apprendra même plus tard qu'il s'était cassé la main droite lors du 5e round, continuant malgré tout à tout donner dans chaque coup. Manos de Piedra est de retour. Il a perdu le combat, mais il a redoré sa réputation. Et il est toujours champion de WBA des super welter. Malheureusement, plus pour longtemps, la WBA lui retire son titre lorsqu'est annoncé son prochain combat contre le champion WBC de la catégorie, Thomas Hearns. Après sa défaite contre Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns s'était monté de catégorie et s'était relancé. 3 victoires consécutives qui lui donnent sa chance au titre WBC des Super Welter contre Wilfried Benitez. Hearns domine le combat de la tête et des épaules et l'emporte à la décision. Le 15 juin 1984, pour sa seconde défense de titre, The Hitman se tient au centre du ring du Caesars Palace. En face de lui, un Roberto Duran relancé après son combat contre Marvin Hagler. Hearns est plus grand de 15 cm que Duran. Son avantage d'allonge est de 30 cm. Le déficit physique paraît insurmontable. Mais Duran l'a prouvé lors de son dernier combat, il ne faut jamais le sous-estimer. Hearns utilise son jab exceptionnel et son avantage d'allonge considérable pour tenir Duran à distance. À 30 secondes de la fin du premier round, Hearns touche Duran avec un direct du droit. Roberto va au tapis mais se relève avant le compte de 10. Il subit un nouveau down, cette fois sur un coup au corps avant d'être sauvé par le gong.
him. He's very seldom ever been cut in a fight. Hearns lands a combination and Duran waving at him to command him, but meanwhile taking punishment. Down he goes again. That's going to set. Hearns ne compte pas laisser la moindre occasion à Duran de récupérer et se jette sur lui dès l'entame du second round. Legs are still wobbling. He's trying to cover up. Another solid right hand by Thomas Hearns in a combination. The referee Padilla. The Hitman envoie une droite qui touche Manos de Piedra durement. Le son est digne d'un coup de fusil. Fighting on instinct, though, Gil. He's just hanging a big right hand. That's it, Tim. Duran tombe face contre terre. L'arbitre ne compte pas, il arrête le combat sur le champ. Encore aujourd'hui, ce KO est considéré comme un des plus spectaculaires de l'histoire du noble art. Hearns est le premier boxeur à mettre KO le légendaire Roberto Duran. Thomas Hearns défend une fois de plus sa ceinture WBC des super welter avant de monter chez les poids moyens pour défier le champion incontesté de la catégorie, Marvin Hagler. Après sa victoire contre Roberto Duran, Marvelous Marvin Hagler a défendu son titre incontesté des moyens 2 fois supplémentaires par KO, amenant le total à 10 défenses et son règne dure depuis 5 ans. En ce soir du 15 avril 1985, se tient dans le coin opposé son plus grand challenge, Thomas Hearns, 26 ans, champion du monde dans 2 catégories, 40 victoires dont 34 par KO et une seule défaite concédée à Sugar Ray Leonard. Marvelous a 30 ans, il est déjà l'un des plus grands poids moyens de l'histoire et son palmarès de 60 victoires dont 50 par KO, 2 défaites et 2 nuls parle de lui-même. L'attention est à son comble pour ce choc tant attendu entre le meilleur super welter et le meilleur moyen de la planète. Le combat est très sobrement appelé par les promoteurs The Fight. Mais après les 8 minutes que dureront ce choc au sommet, ce combat restera dans la légende en tant que The War. Un premier round de légende. Peut-être le meilleur round de tous les temps. Les champions se rendent coup pour coup, ils sont touchés tour à tour. Une véritable guerre se déroule sur le ring du Caesar Palace. This is where Hagler wants him, but Hearns counter-punching off those ropes fairly effectively. Tremendous first round. Hagler hitting him to the rope, working on him, but Hearns uppercutting again. Hagler bloody. A tremendous, sensational first round as Hearns gets hurt. Hearns got stunned. Hagler was stunned early in the round. Great first round. Hagler est coupé au front. Hearns chancelle jusqu'à son coin. The Hitman essaie de ralentir le rythme pour récupérer dans le second round en boxant Hagler derrière son jab. Hagler, comme à son habitude, change de garde pour trouver la meilleure attitude à adopter contre son challenger. La cloche sonne le début du 3e round et Hearns n'a toujours pas récupéré. Mais il s'applique à placer son jab. La coupure sur le front de Marvelous s'ouvre pour de bon et un flot de sang se déverse sur le visage du champion. L'arbitre intervient pour demander l'avis du médecin. Ce dernier laisse Hagler continuer le combat, mais le champion sent bien qu'une décision médicale pourrait interrompre le combat à tout moment. Alors il fonce sur son challenger. Une énorme gauche. Puis une droite. Et une autre. Envoie Hearns au tapis. I don't believe. Tommy Hearns tries to get up and They've got to stop this fight. Il parvient à se relever avant le compte de 10. Mais l'arbitre ne voit plus rien dans le regard du jeune boxeur de Détroit. Le combat est terminé. Marvin Hagler est toujours le champion du monde incontesté des poids moyens. Hearns perd ce combat, mais comme Duran avant lui, il repart de Las Vegas avec les honneurs. Ce combat de seulement 8 minutes est élu combat de l'année 1985 par The Ring Magazine. Hagler a battu 2 des 3 meilleurs boxeurs de cette génération. Un seul nom manque à son tableau, celui du champion olympique, de la superstar dont le nom dépasse largement les frontières de la boxe, Sugar Ray Leonard. Après sa victoire contre Thomas Hearns en 1981, Sugar Ray n'avait défendu sa ceinture qu'une fois supplémentaire contre Bruce Finch avant qu'un décollement rétinien lui soit diagnostiqué. Après une chirurgie réussie, Sugar Ray décide malgré tout de prendre sa retraite, ne ressentant plus l'envie de boxer. Lors de son discours annonçant sa décision, Leonard exprime son regret qu'un combat contre Marvin Hagler ne puisse jamais voir le jour. Mais Sugar Ray est un compétiteur né. Il s'ennuie dans sa nouvelle vie de consultant et décide de faire son retour sur les rings. Le 11 mai 1984, il affronte Kevin Howard, un boxeur jugé largement à la portée de Leonard et vu comme un marchepied pour le retour du champion. Mais dans le 4e round,
stupeur. Leonard concède le premier down de sa carrière. Vexé, il revient de plus belle et remporte le combat par KO au 9e round. En conférence de presse après le combat, Leonard annonce une nouvelle retraite, expliquant qu'il n'a plus la flamme en lui. Sugar Ray est en fait dans une période extrêmement sombre de sa vie, ayant succombé aux tentations de l'alcool et de la drogue. Le 10 mars 1986, Marvin Hagler affronte John Mugabi. Leonard est assis au bord du ring et regarde le combat avec intérêt. Hagler l'emporte par KO au 11e round, mais montre des difficultés à trouver des solutions face à Mugabi. Une idée germe dans l'esprit de Leonard. Il est persuadé de pouvoir battre ce Hagler, celui qui vient de se faire malmener par Mugabi. Leonard annonce publiquement son retour à la compétition pour affronter Hagler. Marvelous accepte le challenge après quelques mois de réflexion et le combat est enfin signé. Hagler déclare d'ailleurs « If he's foolish enough to step in the ring with me, I'm foolish enough to rip his eye out ». Le combat met en jeu les titres WBC et linéaires des poids moyens détenus par Hagler. La WBA lui a retiré la ceinture pour avoir choisi d'affronter Leonard plutôt que Graham, le challenger mandatory, et l'IBF refuse de sanctionner le combat. Hagler est toujours le champion et peut perdre la ceinture en cas de défaite, mais Sugar Ray ne l'emportera pas en cas de victoire. L'équipe de Leonard a aussi imposé quelques conditions. Le combat se fera en 12 rounds au lieu de 15, le ring sera d'une surface de 22 sur 22 pieds, soit une taille inhabituellement grande, et les gants feront 10 onces au lieu de 8. En échange de ces conditions, Hagler récupère une grande partie de la bourse de Leonard. 7 ans d'anticipation alourdissent un peu plus l'atmosphère du Caesars Palace en ce 6 avril 1987. Plus de 12 000 fans se sont déplacés pour assister au Super Fight, et 300 millions de personnes sont devant leur poste de télévision. Leonard n'a boxé que 3 fois en 6 ans, et Marvin Hagler est maintenant considéré comme le plus grand poids moyen de tous les temps. Marvelous est donc très logiquement favori, à 4 contre 1. Sugar Ray commence le combat très fort et domine les premiers rounds grâce à son jeu de jambes. Hagler, qui a choisi de commencer en droitier, se retrouve dépassé par le challenger. Marvelous avance et met constamment la pression sur Leonard, qui lui opte pour une stratégie radicalement opposée. Une combinaison de quelques coups et on sort de la distance. La pression imposée par Hagler finit par payer dans la seconde moitié du combat, et le manque de rythme de Leonard commence à se faire sentir. Hagler backing up Leonard into the Leonard corner. Short right uppercut. He's nailing him now, Tim. Right to the chin. That's where he has to put that left hand. Leonard in some difficulty. Has him thrown up. Le combat va à la décision, une première pour Marvin Hagler depuis son combat contre Duran 4 ans plus tôt. Les juges rendent des cartes qui vont rester dans l'histoire de la boxe, notamment celle de Jojo Guerra, qui annonce 118-110 en faveur de Sugar Ray. Lou Filippo note le combat 115-113 pour Hagler, et Dave Moretti 115-113 en faveur du challenger et nouveau champion du monde WBC et linéaire des poids moyens, Sugar Ray Leonard. Cette décision fera réagir la presse spécialisée et les observateurs du monde entier qui crient au vol pour un grand nombre d'entre eux. Aujourd'hui, avec le recul, on voit un combat serré dont la décision aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. On retiendra surtout que ce combat est arrivé 5 ans trop tard et que le public aurait mérité d'assister à l'affrontement entre ces deux légendes à l'époque de leur prime. Marvin Hagler demande un rematch, mais Leonard prend une nouvelle fois sa retraite. 14 mois plus tard, alors qu'il assiste à la défaite de son demi-frère dans un combat pour le titre WBA des moyens contre Sumbu Kalambe, Hagler décide de prendre sa retraite, fatigué d'attendre pour un éventuel rematch contre Sugar Ray. Hagler s'y tiendra et termine sa carrière à l'âge de 34 ans, avec un palmarès de 67 combats professionnels, 62 victoires dont 52 par KO, 3 défaites et 2 nuls. Il aura défendu 13 fois son titre de champion indisputé de la catégorie des poids moyens, dominant celle-ci pendant près de 7 ans. Hagler est aujourd'hui assez largement considéré comme le plus grand poids moyen de l'histoire de la boxe. Un mois après la retraite de Marvelous Marvin Hagler, Leonard annonce qu'il revient. Le 7 novembre 1988, il affronte Donny Lalonde pour la ceinture WBC des mi-lourds de ce dernier. La WBC ajoute la ceinture d'une toute nouvelle catégorie, celle des super moyens. Le combat se fera à moins de 76 kg, mais la ceinture des moins de 80 détenue par Lalonde est en jeu malgré tout. Une décision de la WBC qui provoquera une indignation générale. Leonard encaisse le second down de sa carrière sur une droite de son adversaire au 4e round. Dans le 9e round, après un échange de coups féroces de part et d'autre, c'est Sugar Ray qui envoie le champion au tapis à 2 reprises, forçant l'arbitre à arrêter le combat. Sugar Ray devient champion dans 2 nouvelles catégories en une seule soirée et rend immédiatement vacante la ceinture WBC des mi-lourds. 7 mois plus tard, Leonard défend sa ceinture WBC des super moyens contre le champion WBO de la catégorie, Thomas Hearns. Après sa défaite en 1985 lors du légendaire combat l'opposant à Marvin Hagler, Thomas de Hitman Hearns s'est remis au travail. Il a combattu 7 fois en 3 ans, conquérant au passage la ceinture WBC dans la catégorie des mi-lourds, qu'il rendra vacante, et des moyens. Il perd sa ceinture verte et or des mains de Iran Barclay lors d'un combat élu
plus grosse surprise de l'année 88 par The Ring Magazine. Lors du combat suivant, il remporte le titre mineur WBO des super moyens contre James Kinchen. En janvier 1989, Bob Arum annonce le rematch tant attendu entre Hearns et Leonard. Tout le monde s'accorde à dire que les deux combattants sont sur la pente descendante. Le jour du combat, Leonard est âgé de 33 ans et Hearns de seulement 30 ans, mais les nombreuses guerres livrées dans le ring et les changements de catégorie successifs commencent à leur coûter cher. Cela n'empêche pas les 15 300 spectateurs présents dans l'arène du César Palace de trembler d'excitation et de chanter à tue-tête en cette soirée du 12 juin 1989. Les promoteurs et les boxeurs ont réussi à bien vendre le combat et l'engouement est total. 8 ans après leur combat culte pour le titre undisputed des welter, Sugar et The Hitman se font à nouveau face, cette fois pour le titre WBC des super moyens. Depuis, Leonard a été champion du monde dans 5 divisions et Hearns dans 4. Deux des meilleurs boxeurs de l'histoire s'affrontent à nouveau sous les lumières de Sin City. Et dès le 3e round, cet affrontement prouve que tout l'engouement qu'il suscite est mérité. Hearns envoie Leonard au tapis sur un direct du droit foudroyant. Dans le 5e, Leonard domine tellement de challengers que les 3 juges notent le round 18 en faveur du champion. Dans le 11e, Hearns envoie à nouveau Leonard au sol suite à un combo dévastateur de bras arrière. Leonard survole le 12e round et le juge Shirley lui accorde une nouvelle fois un 18. Ce à toi à moi électrisant de 12 rounds s'achève donc à la décision. 113-112 pour Leonard, 113-112 pour Hearns, 112-112. Le combat se termine en nul partagé. Leonard conserve son titre WBC des super moyens. Un certain nombre de fans et d'observateurs pensent que Hearns en avait largement fait assez pour remporter la victoire, mais les deux combattants en conférence de presse salueront le travail des juges et aucune plainte ou critique n'est jamais formulée. Les années 80 touchent à leur fin. L'extraordinaire rivalité entre 4 des meilleurs boxeurs de l'histoire a rythmé toute la décennie. Tout avait commencé le 20 juin 1980 à Montréal entre Roberto Duran et Sugar Ray Leonard. Et quel meilleur symbole pour clore cette ère sublime du noble art qu'avec un 3e affrontement entre Sugar Ray et Manos de Piedra. Depuis sa défaite sur un des KO les plus violents de l'histoire du sport 5 ans plus tôt des mains de Thomas Hearns, Roberto Duran a combattu 9 fois et présente un bilan de 8 victoires et 1 défaite. Le 24 février 1989, Duran affronte Iran Barclay pour le titre WBC des moyens de ce dernier. Dans un combat épique et alors qu'il est âgé de 37 ans, Duran envoie son adversaire au tapis lors du 11e round, exploit qui lui permet de remporter une décision partagée et un titre de champion du monde dans une 4e catégorie. Malgré les performances récentes de Manos de Piedra, Sugar Ray est une nouvelle fois favori. Et à juste titre. Duran commence à accuser ses 38 ans passés. Contrairement aux 2 combats précédents, il ne parvient pas à poser le moindre problème au champion. Leonard se balade pendant 12 rounds et touche son adversaire à 227 reprises, avec une précision de 52% contre seulement 84 coups et 14% de précision pour le Panaméen. Les cartes des juges sont sans appel. 120-110, 119-109, 116-111, tout en faveur de Sugar Ray. Ce combat clôt non seulement les années 80, mais aussi la rivalité légendaire entre les 4 meilleurs boxeurs de la décennie et 4 des meilleurs boxeurs de tous les temps. Leonard combattra 2 fois de plus. Une fois en 1991 contre Terry Norris pour le titre WBC des Super Welter, combat qu'il perd à la décision, puis une nouvelle fois en 1997 contre Hector Camacho, combat au cours duquel il connaîtra la première défaite par KO de sa carrière. Sugar Ray se retire définitivement de la boxe professionnelle avec un palmarès de 40 combats, 36 victoires dont 25 par KO, 3 défaites et un nul. Champion du monde dans 5 catégories différentes, il restera dans les annales de la boxe comme un des plus grands talents toutes catégories de l'histoire du sport. Roberto Duran, l'aîné de nos 4 protagonistes, ne compte pas arrêter la boxe. Il enchaîne les combats dans les années 90 avant de décrocher une nouvelle chance au titre WBA des moyens en 1998 alors qu'il est âgé de 45 ans. Malheureusement, l'exploit n'aura pas lieu et William Joppy met KO Duran au 3e round. Duran continue de combattre jusqu'en 2001 et l'âge de 50 ans. Une défaite contre Hector Camacho l'envoie à la retraite une bonne fois pour toutes. À la fin de sa carrière, Roberto Manos de Piedra Duran présente un palmarès de 119 combats professionnels, 103 victoires dont 70 par KO. Et 16 défaites. Thomas Hearns, le cadet de la bande, commence les années 90 en fanfare. Il bat le champion WBA invaincu des mi-lourds, Virgil Hill, sur une masterclass de boxe digne de sa jeunesse chez les amateurs. Hearns devient le premier boxeur champion du monde dans 6 catégories de poids. Il perd son titre en 92 des mains de Iran Barclay. Il obtient le titre mineur de champion du monde IBO des lourds légers en 1999. Lorsqu'il prend sa retraite en février 2006, Thomas Hearns est âgé de 47 ans et il présente un palmarès de 67 combats, 61 victoires dont 48 par KO. 5 défaites et un nul. Marvin Marvelous Hagler nous quitte subitement le 13 mars 2021, laissant derrière lui un héritage comme peu de boxeurs.
Marvin Hagler est un des plus grands ayant jamais enfilé une paire de gants, et certains de ses combats sont entrés au panthéon de la boxe. Au-delà des records, au-delà des palmarès, au-delà des titres et autres ceintures rutilantes, ce que nous ont laissé ces 4 monstres sacrés de la boxe, ce sont des souvenirs. Chacun des 9 combats au cours desquels ils se sont croisés raconte une histoire différente, nous plonge dans la nostalgie ou l'admiration, nous ramène à une époque à laquelle le noble art était au sommet du monde. Si ces 4 guerriers ont su captiver le cœur des fans et relancer la boxe dans une ère post-Ali compliquée, c'est pour une seule et bonne raison. Ils se sont affrontés entre eux. Le meilleur combat, le meilleur. 4 des plus grands boxeurs de l'histoire ont vécu à la même époque et ont croisé le fer plusieurs fois sur le ring, créant certains des moments les plus légendaires de l'histoire d'un sport centenaire. J'ai personnellement découvert la boxe grâce à une cassette du combat de Hagler contre Hearns que mon père avait enregistré. Et si aujourd'hui je suis là à vous parler de boxe toutes les semaines, c'est grâce à l'émerveillement que j'ai ressenti en voyant ces 2 guerriers tout donner pendant 8 minutes dans ce ring. Ces 4 boxeurs ont laissé un héritage immense et ont gagné le droit d'être appelés les 4 rois. Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour le 16e épisode de Jab & Hook, votre hebdomadaire sur la boxe chez Jab Life. Et format un peu spécial, vous l'avez compris, puisque depuis 40 minutes, vous avez regardé un documentaire de Monsieur Dylan sur les Four Kings. Et déjà, on va commencer par ça. Gros bravo Dylan pour le boulot. Superbe documentaire. Et je pense que voilà, même ceux qui ne connaissaient pas du tout les Four Kings, ils sortent de 40 minutes, ils savent qui est qui a fait quoi. Et tu nous as fait revivre tous ces grands moments et ces 9 combats d'anthologie entre ces 4 immenses champions des années 80. Donc merci Dylan, le boulot est... Avec plaisir. Donc on va pas vous refaire la vie des 4, puisque Dylan vous l'a superbement expliqué dans ce documentaire, mais on va se contenter de faire nos classements. Classement de nos combattants préférés entre les 4, on n'a pas dit meilleurs, on a bien dit préférés pour chacun, et ensuite classement des 9 combats dans l'ordre, pareil, de nos préférences, ou par rapport à leur importance, par rapport à tout, mais pareil, c'est subjectif, c'est notre top à nous de ces 9 combats entre les Four Kings. Je fais le point avant que vous me donniez vos top 4, les gars. On commence par les combattants. On rappelle donc, rapidement, même si vous l'avez vu là, comme je disais, pendant 40 minutes, Roberto Duran, 103 victoires, 70 KO, 16 défaites, champion dans 4 catégories. Light, welter, super welter, middle. Carrière de 1968 à 2001. Le deuxième boxeur à boxer dans 5 décennies après Jack Johnson. Face aux autres, le bilan face aux autres. Une victoire, 2 défaites contre Leonard. Une défaite contre Hagler, une défaite contre Hearns. Tommy Hearns, 61 victoires, 48 KO, 5 défaites, 1 nul. Champion dans 5 catégories. Welter, super welter, middle, super middle, light heavyweight. Carrière de 1977 à 2006. Face aux autres, une défaite, 1 nul contre Leonard. Une défaite contre Hagler, une victoire contre Duran. Sugar Ray Leonard, 36 victoires, 25 KO, 3 défaites, 1 nul. Champion dans 5 catégories, welter, super welter, middle, super middle, light heavyweight. Carrière de 1977 à 1997, mais entrecoupée, vous l'avez entendu dans le récit de Dylan, par quelques retraites. Bilan face aux autres, 2-1 contre 2 victoires, une défaite contre Duran, une victoire, 1 nul contre Hearns, une victoire contre Hagler, le seul des 4 qui a battu les 3 autres, pour le coup. Et Marvelous Marvin Hagler, 62 victoires, 52 KO, 3 défaites, 2 nuls, champion dans une catégorie, middleweight, mais pendant 6 ans et 7 mois, avec le titre Undisputed. Carrière de 1973 à 1987. Bilan face aux autres, une défaite contre Leonard, une victoire contre Duran, une victoire contre Tommy Hearns. Et c'est celui qui, finalement, a participé au moins de combats entre les 4 de toute cette liste. C'était pour le contexte et le rappel rapide. Messieurs, vos top 4. Monsieur Dylan, à tout seigneur, tout honneur, le documentariste, c'est toi qui commence. Alors c'est ce que j'expliquais avant là en off. Le premier et le quatrième pour moi c'était hyper facile. Et c'est terrible, je vais partir du quatrième. Mon quatrième c'est Leonard, alors que c'est très probablement le meilleur boxeur des 4. C'est effectivement celui qui a battu les 3 autres. Mais bon, carrière entrecoupée de retraite. J'ai essayé de rester le plus objectif possible dans le docu, mais il y a quand même de l'évitement à une époque où personne s'évite en fait. Et notamment Hagler. Leonard a quand même tout fait pour prendre Hagler le plus tard possible. Et une fois qu'il l'a pris, il n'a pas trop eu envie d'avoir le rematch, quoi. Et donc effectivement, il y a des problèmes de santé, notamment le décollement rétinien sur sa première retraite qui fait tout à fait sens. Mais une fois qu'il peut revenir, il revient avec parcimonie et il revient juste pour le super fight en fait avec Hagler. Et il veut vraiment pas de rematch et il veut pas de cette fumée parce qu'il a senti que si Hagler faisait des ajustements, pareil. En fait, c'est un peu le Mayweather avant Mayweather pour ceux qui sont rentrés dans la boxe plus récemment. C'est-à-dire, on met en place des conditions spéciales. Enfin, ça aussi, vous l'avez vu dans le docu, contre Hagler.
quitte à perdre de l'oseille, quitte à donner une grande partie de sa bourse, mais tant pis, on fait un 12 rounds au lieu d'un 15, on fait dans un ring immense, on met des plus gros gants, parce que je sais que je vais me faire péter la gueule, en fait, sinon au niveau du volume. Donc c'est mon 4e, même si encore une fois, c'est certainement le meilleur boxeur. C'est celui qui a le plus d'accomplissement amateur. C'est aussi celui qui a battu les 3 autres. Il est quand même champion du monde, un champion du monde professionnel rapidement, et il se bat que pour des titres quasiment toute sa carrière, donc c'est pas rien. En 3e, j'ai Duran. Alors ça va pas plaire à tout le monde, mais bon, c'est une histoire de préférence aussi, parce que pareil, c'est peut-être fondamentalement le plus légendaire des 4, mais c'est pas mon préféré à regarder combattre, et c'est pas. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour sa carrière aussi, je suis obligé d'évoquer le Nomas, et ça ternit cette période des 4 rois pour moi, puisqu'en plus c'est contre un des 4 rois. Donc le Nomas, je le trouve dur pour son héritage, même si ça enlève pas la légende absolue que c'est et tout ce qu'il a fait derrière et avant. En 2, c'est Hagler. Là, c'est une histoire de style brut, de domination pure chez les moyens. Enfin, c'est un truc de fou. Ça, je le répète à chaque fois. Moi, les switch hitters, c'est un truc. C'est ce que je préfère dans la boxe presque. Donc, c'est Hagler, magnifique. C'est le boxeur préféré de mon père. Donc, ça joue aussi, je pense, parce qu'il m'a éduqué avec ça. Et en premier, Tommy Hearns. Et c'est mon boxeur préféré de tous les temps, Tommy Hearns. Donc, c'est même pas une histoire de 4 rois ou quoi. Je suis fou du style de Tommy Hearns, je suis fou de l'équipe qu'il faisait avec Emmanuel Stewart. J'adore la philosophie du Krong Gym. Voilà, Tommy Hearns, moi, c'est mon top 1 all-time dans ce qu'il développe un des meilleurs jabs de l'histoire de la boxe. Une droite qui, quand elle tombe, va faire tomber des arbres. Un mec qui est beaucoup trop grand pour sa caté, qui est champion dans 6 catégories, c'est le premier à cette époque. Enfin, moi, Tommy Hearns, c'est mon GOAT absolu. Donc voilà, mon top 4. On le savait déjà qui était ton numéro 1, Dylan, mais pour les autres, ils auraient deviné direct avec la casquette, je pense, de toute façon, s'ils connaissent l'histoire. Ouais. Et tes casquettes ou tes t-shirts réguliers sur le Krong Gym, on sait, c'est comme tel cette philosophie-là. Kabir, ton top 4, perso. Ouais, mon top 4 perso, ça va commencer un peu comme Dylan et pour des raisons similaires avec Léonard. Là, on parle vraiment de préféré, hein, évidemment. Et effectivement, on est en phase, on en parlait en off. D'un point de vue affrontement, bien que bon, il y a victoire et victoire, effectivement, il a battu les 3. Après, je suis en phase avec le fait que, justement, d'un point de vue carrière et gestion de carrière, bien qu'il les ait tous affrontés, il a quand même bien géré le timing pour certains affrontements. Et tu as bien fait de le mentionner, bien géré les conditions des combats. Et donc, il y a eu des décisions un peu litigieuses, bien qu'on dit souvent c'est souvent le bon gars qui gagne. Là, en l'occurrence, ça peut être sujet à débat pour Léonard. Mais c'est vrai que d'un point de vue déjà stylistique, c'est beau, c'est intéressant à voir et très beau. Et surtout, quand tu vois son prime, et je pense on en parlera lorsqu'on fera le classement des combats. Mais lorsqu'il combattait, peu importe lequel des 3 autres rois, stylistiquement, c'était toujours avec beaucoup de panache. Et il a justement repris le flambeau à la fin de l'époque légendaire des poids lourds, avec la fin justement de la carrière de Mohamed Ali, où il manquait ce renouveau à la boxe. On avait besoin d'avoir un visage. Ça a été lui le visage de la boxe. Bien qu'en dehors du ring, on ne va pas rentrer dans le détail, il y a eu beaucoup d'autres pépins, beaucoup d'autres déboires, comme pour l'essentiel des boxeurs en général. J'ai l'impression qu'un bon boxeur n'est pas forcément... C'est forcément un mauvais humain. Mais en tout cas, ouais, pour Léonard, effectivement, en tout cas, d'un point de vue stylistique, c'était le gars qu'il fallait faire. Il y avait plus de visage de la boxe après Mohamed Ali. Il est arrivé. Tout était fait pour que ça passe. Un jeune noir américain, beau gosse, qui boxe bien, qui prend pas de bobo, qui est élégant, Sugar Ray, ça fait référence à Robinson, le plus grand boxeur de tous les temps. Tout était calibré pour que ce soit lui le visage de la boxe à ce moment-là. Il a fièrement et avec tout honneur porté ce titre-là. D'un point de vue palmarès, et si on se fie uniquement entre guillemets au Boxrec, effectivement, on aurait tendance à se dire que c'est le meilleur. Mais après, voilà, c'est une question de préférence et les autres me font plus vibrer. Donc, j'enchaîne avec mon 3e. Et non, mon 3e, c'est Hearns, en fait, parce que quand on parlera des 2 autres... Je vais cette émission. Ouais, je sais que... les collectes. Là, je vais me faire taper après la récré, mais c'est pas grave, j'assume. C'est Hearns, mais c'est encore une fois, et on en parlait même avant la vidéo, c'est très difficile d'en mettre un dernier, un premier, parce que tu as l'impression de léser les... Par exemple, là, j'ai l'impression de léser Thomas Hearns, mais parce qu'en fait, au-dessus, c'est des gars que je me vois pas mettre à une autre position. Mais effectivement, pour reprendre ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Quand tu vois le style de Thomas Hearns, c'est unique.
Sa physionomie, le fait qu'il ait réussi à dominer autant de catégories avec autant de panache, avec un aussi gros punch, c'est aussi exceptionnel, extraordinaire. Et on en parlera quand on rentrera dans le cœur des combats. Mais le fait qu'il ait justement réussi à avoir une maîtrise telle des bases, qu'il en a réussi à tordre un peu le jeu et son style de combat pour amener les gens dans son terrain, à savoir une belle gestion de la distance, ça c'est magnifique. Tu sais, moi, mon film préféré, c'est Matrix. Et il y a une phrase de Morpheus dans Matrix qui dit que tu sais, les règles, elles sont faites pour être brisées. Et en fait, tu parlais de son coaching avec Emmanuel Stewart, tu lui as donné une base de boxe tellement parfaite qu'après, bah, du coup, il a maîtrisé la base et à partir de ça, il a réussi à tordre les règles pour avantager son physique, pour jouer de la fois de son physique, mais aussi de sa gestion du ring, la gestion de son bras arrière et pour dominer les combats et avoir des combats anthologiques. Donc voilà, il est en troisième, mais évidemment, si on pouvait tous les mettre numéro 1, on le ferait, mais voilà. Il est troisième parce que les autres sont bien au-dessus pour moi. Joe Frazier est pas ouf. Enfin bref. Pour moi, Joe Frazier, c'est le meilleur. Tu vois, on en parle Ça pas rentrer là-dedans, mais c'est pas dingue, Joe Frazier. Enfin bref. Un beau crochet gauche, ouais, c'est bien. Juste un crochet, juste. Mais voilà, et du coup, pour enchaîner en deuxième, bah, c'est pour le cœur et c'est parce que moi, c'est le premier que j'ai découvert, c'était Roberto Duran. Donc, comme tu le dis, en fait, ça dépasse la boxe, ça dépasse la bagarre. Et je trouve ça réducteur de dire que c'est 40 bagarreurs avec du cœur et, bon, je vais pas dire des cojones pour atténuer un peu le gros mot. Mais au-delà de ça, c'est stylistiquement aussi un combattant qui est admirable à voir. Un combattant quand tu pratiques, tu aimerais beaucoup avoir son courage, avoir les qualités qu'il a sur le ring. Et c'est un combattant qui, justement, a traversé les époques et les catégories de poids. Et ça, c'est quand même dingue à souligner. Parce que lui, à l'inverse de Thomas Hearns, il a un physique pas du tout avantageux, en tout cas pour les catégories de poids jusqu'auxquelles il est allé. Il allait jusqu'en light heavy, on rappelle. Et boxer sur 5 décennies, pas 50 ans, mais 5 décennies, c'est quand même un gros exploit. Et ça démontre cet esprit un peu guerrier qu'il a. Et c'est vraiment lui Là où Léonard, c'était justement le visage, le beau gosse, le mec qu'il fallait, le gendre idéal, limite, tu vois. Duran, c'était le mec que tu voulais pas avoir comme ami. Pas avoir comme ennemi, justement. Même en ami, d'ailleurs, il te ramène des problèmes. Et quand tu regardes, justement, t'en parles dans ton documentaire. Mais je fais aussi écho au super podcast de Culture Box avec Nicolas Zessler qui a un épisode dédié à Roberto Duran qui date d'il y a quelques années, mais qui est toujours d'actualité, que je recommande, où on a des anecdotes de quand il était petit, où il boxait pour quelques centimes, où il était prêt à se bagarrer contre tout le monde et n'importe qui. En fait, un truc qui est intéressant, c'est qu'il cassait ce mythe du gentleman. En fait, humainement, c'est chaud de se dire, il y a deux mecs qui sont dans une boîte, en gros, et qui sont en train de se taper limite à mort. Mais justement, il y avait des règles, il y a l'arbitre, il y a tout ce qui fait la boxe ce qu'elle est, qui légitime la violence. Et en fait, Duran, lui, il est venu, il a cassé ce truc-là. Lui, il est devenu champion du monde, on le rappelle, avec un coup bas, hein. Il en a rien à faire. Lui, c'est que la victoire. S'il peut tuer le mec, il va tuer le mec. Limite, c'est de la destruction et c'est un truc vraiment primaire et primal qui fait que ouais, ça m'a beaucoup marqué. Mais malgré ça, c'est un boxeur qui a un grand cœur, qui était un héros malgré le Noma. C'était un héros au Panama et un boxeur qui avait énormément de courage et de qualité humaine. Je pense notamment à un de ses adversaires, De Jesus, qui est une autre anecdote dont on n'a pas beaucoup fait écho, malheureusement. Mais De Jesus, il est tombé très malade après ses défaites. Il est allé en prison, il a fait un meurtre. Il a attrapé le sida dans une époque où le sida, on n'avait pas trop de connaissances et on n'osait même pas toucher les gens qui avaient le sida. On appelait ça le cancer gay, pour vous dire, à cette époque-là, dans la fin des années 80. Et Roberto Duran, lui, il a eu le courage et l'affirmation d'aller prendre dans ses bras De Jesus, alors que justement, à l'époque, c'était quelque chose qui ne se faisait pas du tout. Donc, malgré le fait qu'ils se soient affrontés 3 fois, les deux ils se soient entretués dans le ring, ça reste quand même un boxeur avec un énorme cœur. C'est pour ça que je le positionne en deuxième. Mais du coup, logiquement, en premier, parce qu'il en fallait forcément un, bah, c'est Marvin Hagler, que je mets premier, parce que même si Léonard, on peut dire que c'est le meilleur, pour moi, Hagler, c'est le meilleur. C'est le meilleur parce qu'il sait tout faire. Il fait tout mieux que les autres, en fait. Et il boxe de sorte à ce que tu le vois faire de loin. Et quand tu connais pas ou quand tu comprends pas, tu le vois faire, tu dis, ah ouais, ça a l'air facile. Et puis un jour, tu essayes et puis tu te rends compte que tu n'y arriveras jamais. Et tu te dis, bah vas-y, en fait. En fait, c'est pas le même sport. En fait, c'est pas le même sport. Et ce mec-là, il a atteint un niveau que peu de gens peuvent atteindre. Et même, ça dépasse les normes. Une petite anecdote toute bête. Ici, on a le muscle de la tempe. Ils ont fait une biopsie sur Marvin Hagler. Tu sais, le muscle de la tempe d'un lambda, il a une certaine largeur, une certaine épaisseur. Marvin Hagler, c'est 4 fois l'épaisseur normale. Tu sais, ça veut dire qu'il est même dans son corps, même, tu vois, son physique, alors que dans les années 80, on avait des beaux physiques. Mais Marvin Hagler, je pense que c'est l'un des plus beaux physiques qu'on puisse avoir.
En fait, il y a tout. Il est hors norme dans tous les aspects de la boxe. Il est boosté partout. C'est-à-dire que techniquement, physiquement, dans le cœur, dans l'état d'esprit, dans la manière d'aborder les combats, dans la manière de gérer les rings, il est vraiment boosté. Et en fait, c'est un modèle à suivre et surtout ouais, un combattant exceptionnel à voir sur le ring. Et ouais, c'est. La perfection, ça n'existe pas, mais franchement, si on pouvait s'en approcher avec Marvin Hagler dans la boxe, d'un boxeur qu'on appellerait parfait, je pense que Marvin Hagler il serait dans la discussion et c'est pour ça que moi je le positionne en premier parce que quand tu le regardes boxer, t'as les yeux qui brillent, quoi. Donc, ouais, voilà. Voilà mon top 4 un peu Bon, comme ça. 2 premiers top 4, 2 premiers différents. Est-ce qu'on va continuer la tendance? Monsieur Pipa, Philippe, ton top 4. T'ai dit au début d'émission que j'avais des remords de mettre quelqu'un quatrième parce que les quatre sont, chacun à leur manière d'ailleurs, ont marqué l'histoire de la boxe et le style également de la boxe. C'est ça qui les rend si intéressants, c'est qu'ils ne sont pas juste quatre grands combattants avec les mêmes capacités ou les mêmes qualités. Donc tu regrettes toujours d'en mettre un de côté parce qu'il y en a forcément un dont tu aimes le style que tu mets quatrième. Et là, juste pour emmerder Dylan, je suis encore plus content de mon top 4 maintenant. Numéro 4, c'est Tommy Hearns. Allez, bonne soirée les gars. Et c'est dommage que je kiffe Hajime no Ippo et j'adore Mashiba. C'est le seul truc qui m'a évité à peut-être le mettre 3. Non, 4, déjà, il a mis KO Duran, donc il a perdu 150 points. Aïe, aïe, aïe. Mais ça, c'est pour le titre anecdotique. En vérité, j'hésitais beaucoup à le mettre 4. Et j'adore ton style. Je pense que tout le monde qui regarde la boxe adore le style de Hearns. Et tous, Emmanuel Stewart, Kongjin, tout ça et tout pareil. Juste, c'est là où j'essaie de me justifier, c'est difficile pour moi de mettre plus haut un mec qui a un peu un canon de glace, tu vois. Donc tu sais que quand tu vas le voir combattre, c'est forcément de l'action de fou parce qu'il a le punch et la volonté de mettre KO tous ses adversaires. Mais son menton et sa défense sont parfois pas critiquables parce que tu peux vraiment critiquer quelqu'un qui a un menton moins solide que celui d'Hagler, tu vois. Il y a une volonté d'aller à la bagarre, c'est vraiment un action fighter le truc, l'un des tops. Et j'adore son style à distance, le figure jab avec la main derrière. Et puis, il sait également faire beaucoup d'autres choses que juste combattre à distance. Il n'a pas juste un avantage de taille, c'est également un athlète, genre quand même incroyable en termes de vitesse pour quelqu'un de sa taille. C'est une folie. Juste, ce que je reproche, entre guillemets, pourquoi je ne mets pas 4, c'est que dans les. C'est le fait qu'il ait perdu le combat contre Léonard, tu vois. Je parle du premier. C'est ce combat-là, moi, qui me fait que Léonard, c'est quelqu'un que je vois avec beaucoup de grandeur parce qu'il va le chercher, ce combat, tu vois. Et c'est là où je ne vais pas reprocher à Hearn, mais je veux dire, c'est que en termes d'ajustement, il lui manque juste une petite. Un peu de nuance, contrairement aux 3 autres qu'on va citer après. C'est-à-dire qu'il a un plan A qui est parfait. Il a sûrement un plan B, tout qui est bien, mais il n'a pas d'ajustement tard dans le combat. Et souvent, du coup, c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc, c'est comme ça que sa carrière a été construite. Alors ça, je comprends que ça attire énormément de gens parce que du coup, quand tu regardes un combat de Hearns, il y a peu de chances que tu t'ennuies, toi. Tu sais que tu vas en avoir pour ton argent. Mais bon, là, dans un classement d'élite, en termes de préféré, si je dois regarder un combat des 4, je pense que j'ai atteint ce niveau. Je regarde tellement de boxe que je les ai tellement vus, ces combats, que je dis, OK, je vais découvrir plus de petits détails en regardant les autres que lui. Voilà. Mais il est top 4 là-dedans, mais dans mon all-time, il est top 15 à l'aise. Donc, tu vois, c'est pour dire à quel point les 4 cinglés qui sont dedans sont déjà parmi mes boxeurs préférés. C'est le truc, avant que tu finisses ton top, mais c'est quand même le truc à dire dans nos top 4, c'est que ces mecs-là, je pense qu'on les a tous très haut dans notre time, la all-time list. Voilà, les mettre quatrième, c'est pas une insulte. Ça fait mal, hein. Mais quatrième, voilà, ça fait mal au cœur plus qu'autre chose parce qu'ils sont très très hauts, ces mecs-là, de toute façon, clairement. Vas-y, continue, Philippe. Mais je pense que de notre génération, c'est le plus aimé d'ailleurs des 4. Ouais. Généralement. Toi, t'as jamais envie de dire du mal de Hearns, toi, genre en général. Alors que Léonard, par exemple, je comprends très bien, toi, la critique. Enfin bref. Passons, numéro 3, Marvin Hagler. Moi, les gars, je vais jamais mettre par-dessus des mecs qui étaient déjà en taille plus haute que les petits qui montent et qui tabassent les grands. Donc, de base, Duran Léonard, c'était toujours l'un des deux qui serait au top. Hagler, comme tout le monde, pareil, je le kiffe et j'adore. Là, pour le coup, je vais parler un peu hors du ring, j'adore le personnage. J'adorais d'ailleurs représenter. Le premier des 4 qui est parti. Et bon, le style, la classe. Une personne également qui a une vie mais méga difficile. D'ailleurs, dans le documentaire, c'est super bien expliqué par Dylan et tout. Et donc voilà, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et
c'est rare de trouver des boxeurs comme lui. C'est-à-dire des mecs de sa taille qui bougent comme lui, solides comme lui également. Tu vois, pour moi, Hagler, on parle souvent de la force brute du mental, genre, tu sais, le truc casquette war et tout, là, là, genre bad boy super costaud. Mais pour moi, je le vois un peu comme tu sais, un mélange de soie et de pierre. C'est-à-dire que il était capable également d'être extrêmement fin, techniquement. Et pas juste, je suis le plus gros des 4 et j'y vais et boum, et je vous cogne et je gagne. Toi, lui aussi, il a ce côté, cette résistance, cette persévérance. Mais pourquoi je l'aime autant? C'est parce qu'il avait cette capacité technique, cette capacité d'ajustement également. Récemment, on en a pas mal parlé d'Hagler, en plus, quand on parlait de Crawford, de Switch Eater ou pas. Et puis de la place de Canelo dans la truc des plats moyens, des poids moyens. Par exemple, Dylan avait dit, je crois, que Canelo, jamais il sort vivant d'un combat contre Hagler ou un truc comme ça, ou qu'il lui arrache la tête. Moi, je valide toujours ça, hein, que même Prime Canelo, il se fait arracher la tête par Hagler. Et c'est pas une critique de Canelo, c'est juste le niveau le niveau qu'avait atteint Marvin Hagler. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas top 2? C'est qu'il me saoule de ouf dans l'histoire contre Léonard. En fait, c'est vraiment les affrontements les uns contre les autres qui me saoulent. Je suis d'accord que Léonard, il a demandé un plus grand ring, demandé de l'argent, tu vois, mais tu sais que Léonard, il est comme ça, c'est le plus malin des 4, tu vois. Et genre, moi, il y a une limite au Common Beach fight de truc d'Hagler contre le. En fait, je déteste les combattants qui restent frustrés. Alors, c'est drôle que Duran soit mon numéro 1, mais c'est que, tu vois, il a quelques difficultés dans le combat contre Léonard, on en raté dans le combat. Et au lieu d'essayer de t'adapter, encore une fois, c'est je rajoute un truc de genre de macho, tu vois. Comme si la boxe était forcément le plus dur qui gagne, tu vois. Alors que Léonard, encore une fois, il a ses capacités à te rendre fou, à s'adapter, à boxer en avant, en arrière et tout. Et du coup, juste pour ça, au début, je les aurais mis 2 ex aequo. Juste la manière dont il a géré ça et qu'il soit parti comme ça fait que je l'aime bien, mais ça fait que je peux pas le mettre numéro 2, tu vois. Je suis trop fan de comment Léonard il a géré sa carrière pour le mettre numéro 3. Du coup, Adler numéro 3. Numéro 2, du coup, Sugar Ray Leonard. Bon, on l'a déjà mentionné dans le documentaire à juste titre, toutes les fourberies ou toutes les négociations. C'est vrai que c'est vraiment le premier post-Ali, je veux dire, Golden Boy, vraiment gendre parfait de l'Amérique, qui en plus est méga fort et qui, du coup, rapidement essaye de gérer des combats aux dates parfaites. C'est vrai que ce qu'il a fait à Hagler, le nombre de fois, les fausses conférences de presse, les retraites, je le fais quoi, et les demandes sont un peu difficiles, mais dans le ring, en vrai, je pense que même de ce jour, il est toujours sous-estimé, Léonard. Ouais. Est-ce que c'est le meilleur des 4? Pendant cette période, peut-être. Moi, je pense que le meilleur des 4, il arrive. Mais ce qu'il a fait dans sa carrière de champion olympique, faut pas oublier quand même, c'est. Et après, tout ce qu'il a fait dans le reste de sa carrière, c'est quand même incroyable. Et j'en ai mentionné tout à l'heure, le combat contre Hearns, le premier. Pour moi, après avoir perdu contre Duran, avoir regagné le Nomas et revenir faire ça, pour moi, c'est vraiment un truc. Parce que Hearns, il est effrayant. Il est vraiment terrorisant, ce truc-là. Et cette victoire, il va vraiment la chercher, mais ouais, c'est sauvé à la dernière seconde. Et il y va vraiment au mental de fou. Et je pense que des 4, en vérité, qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui a le meilleur mental. Ok, il a les conditions d'être le Golden Boy et tout, mais il les a tous manipulés un par un. Tu vois. Il a réussi à aller chercher Hearns quand il n'en peut plus. Hearns, tu vois, pas le faire quitter, mais tu vois, de réussir physiquement à le faire quitter. Bon, il a rendu Duran cinglé et lui donnant plus envie de boxer, toi, sur un court moment. Et contre Hagler, tu vois, c'est encore une fois, c'est lui qui a le contrôle de ça. Et c'est un truc que je trouve qu'on donne pas assez de crédit à certains boxeurs. Et je trouve que lui, mentalement, il a toujours été. C'est lui qui a le plus gros désir de gagner, toi, des 4. Et également, il est revenu de moments difficiles. Toi, il a eu pas mal de blessures importantes, comme on mentionnait. Et en termes de style, la vitesse des mains, les angles, les combos et tout, là, moi, c'est juste. Ça, c'est bonbon. Toi. C'est juste la boxe que j'aime le plus. Toi. C'est genre gros 3 agréable à voir. Et il a le même compliment que je lui ferais quand je faisais à Mayweather, c'est que les gens, je pense, ils sous-estiment à quel point c'était également un mec violent, en vérité, dans le ring. C'est-à-dire que c'est beau à voir et tout, mais c'est un super conneur et tout, et il a toujours la volonté de finir les combats également. Et je trouve qu'on le juge un peu trop pour la fin de sa carrière par rapport à tout ce qu'il a fait quand il était vraiment dans son prime. Et dans son prime, moi, je regarde un match de Léonard tous les jours devant les 2 autres cités avant. Voilà, c'est justement. Bon, bah, numéro 1, c'est assez facile. C'est pas juste mon boxeur préféré des 4, c'est mon boxeur préféré tout court. C'est pas juste mon boxeur préféré, c'est mon combattant de sport le préféré, c'est Roberto Duran. Je pense qu'il serait déjà mon préféré, même s'il n'avait pas fait partie de cette génération avec les Four Kings. C'est tout ce qu'il a fait en lightweight, ça suffisait déjà pour moi pour qu'il soit mon combattant préféré. Genre, je pense que de tous les boxeurs que j'ai vu combattre,
la version que tu peux voir de Duran contre Esteban de Jesus 2 et 3, c'est le meilleur boxeur de tous les temps. C'est mon point de vue à moi. Genre, j'ai jamais vu quelqu'un qui peut être aussi fort que lui. Et aussi cool également. C'est pas c'est fort, c'est le style, tu vois. Et donc, parmi les 4, c'est celui qui a en termes d'affrontement direct, c'est celui qui a le plus de difficultés. Parce que c'est aussi le plus petit, le plus âgé. Et, Duran, je ne sais pas, vous en avez parlé suffisamment entre son histoire, tout le no-mask, le retour, le style de boxe, le côté également macho, comme on parlait et tout ça. Mais au-delà de ça, moi, c'est vraiment son style. Dans le combat, pour moi, il avait 20 ans d'avance. Pourtant, il utilise des techniques anciennes, mais la manière dont il a tout mixé, combattre à l'intérieur de telle manière, tu vois, genre par exemple, de chaque jab loupé est une fois une opportunité d'entrer à l'intérieur, de bloquer les bras de l'adversaire, de casser sa posture. Dès que tu sens que le compte interrompu, boum, d'enchaîner en instinct sur des combats. Enfin, en fait, c'est tout faire à part combattre de loin parce qu'il n'est pas très grand, tu vois. Pour ces catégories de poids, voilà, il peut le faire, mais c'est pas sa propre capacité. Je pense que j'aime Duran autant parce que ce type de boxeur n'existe plus dans le monde réel. Parce qu'on ne peut plus boxer à cette distance, tout simplement. C'est même pas une question de il a plus de talent que les autres. C'est que cette boxe me manque. Et le fait qu'elle n'existe plus, c'est ce qui fait que mon amour pour la boxe actuelle moderne est beaucoup plus faible qu'il l'est quand on regarde ces générations-là. Et donc pour moi, Duran, ça représente la boxe, mais même le sommet de l'apogée de la boxe. Donc je peux pas le mettre numéro 1. Voilà. Ah, les gars, c'était un bonbon de vous écouter tous les trois de définir votre top 4. C'est clair, je vais vous donner le mien aussi. Désolé, Kabir, numéro 4, c'est Marvelous Marvin Hagler. Il est chaud. Il est chaud. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les meilleurs boxeurs, c'est les chauds, et toi, tu me mets KKM. C'est alors pareil, crève-cœur total. Crève-cœur total, mais j'ai expliqué pourquoi le numéro 3, je l'ai mis devant lui finalement, alors qu'à la base, mon numéro 3 était mon numéro 4. Et Marvin était troisième, mais il y a des raisons pour lesquelles je vais mettre le 3 troisième. Marvin Hagler, j'ai rien à dire. Enfin, vous avez tout dit, les gars, le style brut. Bien sûr, j'adore même le mec en dehors. Tu as raison, l'histoire, Philippe, t'en parlais. Enfin, Dylan, tu l'as sublimement raconté dans le doc, mais j'ai rien d'aller enlever à Hagler, mais j'ai un truc. C'est que il y peut rien, mais c'était le plus gros des 4. C'est celui qui a commencé le plus haut. C'est celui qui n'a pas bougé de catégorie. Les autres sont venus le chercher dans sa catégorie. Et ça, moi, ça reste un gros critère pour moi dans mes classements pound for pound. On en avait déjà parlé, les gars, quand on avait fait notre top 10, Dylan et Kabir. Moi, c'est un critère énorme. Et son règne chez les middle, il est incroyable. Je reverrai tous les combats avec plaisir. La façon dont il déglingue les mecs et dont il aurait déglingué Canelo, t'as bien raison, Dylan, même Prime à 160, c'est une folie. Mais il manque ce petit truc. Il manque ce petit truc qui fait le sel du pound for pound pour moi et des combattants que je préfère en vrai, qui vont chercher les mecs plus hauts et qui vont se mettre un défi incroyable dans ce côté-là. Mais rien à lui enlever. Enfin, oui, c'est top 15 all-time ou top 20 maxi. Enfin, tu vois, c'est un extraordinaire boxeur. Mais dans mon classement, moi, il sera 4e. Le 3e, c'est Sugar Ray. Donc, je l'avais 4, Sugar Ray, au départ. Mais il y a deux trucs. Déjà, il y a ce que je viens de dire quand même, d'aller chercher ces différentes catégories. Et puis, en fait, plus j'y réfléchissais en préparant l'émission, c'est lui le personnage principal des Four Kings. Ouais. C'est lui, en vrai. C'est d'ailleurs lui qui commence les 3 premiers combats de ce truc-là. Il y a Leonard. Moi, dans mes 4, on va faire notre classement des combats tout à l'heure, dans mes 4 premiers combats, il y en a 3 où il y a Leonard. C'est le mec qui, tu vois, c'est le mec qui définit en fait les Four Kings. Pour moi, c'est vraiment, si tu fais le film, c'est le mec qui doit être au centre de l'affiche en fait. C'est autour de lui que tout ce machin, t'en parlais tout à l'heure, Dylan, mais ce combat contre Hagler, il va le chercher dans les conditions qui lui vont. Mais c'est le combat qu'on attend, tu vois. On a toujours attendu les combats de Leonard dans ces 4 bêtes mythiques de la boxe. Donc ça fait qu'il passe devant un Hagler pour moi aussi, tu vois. Parce que ouais, c'est lui l'étoile au milieu de tout ça et sur lequel c'est articulé en fait tout ce qui s'est passé avec les Four Kings. D'ailleurs, c'est celui qui a le plus de combats en fait dans cette globale dans ces 9 combats. Donc pour tout ça, je le mets, et puis le style aussi. Enfin voilà, le style. J'aime pas trop le côté Golden Boy pour le coup parce que ouais, il y avait t'avais raison, Kabir, quand même. C'est vraiment le visage de la boxe après Ali et cette génération-là, et on en avait besoin. Enfin, la boxe en avait besoin et elle a réussi à rebondir grâce à ça. Donc, pareil, ça en fait la star principale de tout ça. Mais il y avait un côté trop propre, presque. Trop propre par rapport à d'autres qui sont dans cette liste-là. Ça je lui enlève en crédit. Mais pour le reste, style extraordinaire.
bah, tu t'éclates. Philippe, tu le disais, Léonard Prime, tu revois ça avec un plaisir énorme. C'est la façon dont il a pris tous ces différents mecs en mettant son style. De toute façon, boxeur extraordinaire. Donc, numéro 3. Et numéro 2, Tommy Hearns. Pour vachement des raisons que tu as dit, Dylan. J'aime l'histoire, j'aime le mec, j'aime le style. J'adore le style. Ça, c'est un mec qui portait bien son surnom aussi. Hitman. Quand il touche, il a le plus beau KO de cette série de combat. Enfin, le plus beau de tous les temps, je pense. Voilà. Enfin, vraiment. On va en reparler dans la liste des combats contre Duran. Voilà. Ce KO, il est électrisant et ça définit bien qui il est. T'as raison, il y a des frustrations en fait dans cette série, Philippe. Le combat contre Léonard, le premier, ça lui manque vraiment. Ça lui manque parce qu'il avait de quoi aller le chercher. Et gloire à Léonard d'avoir fait ses adaptations en fin de combat. Mais il avait de quoi aller le chercher celui-là et ça change la legacy aussi. Mais pour le style, pour beaucoup de choses, pour la façon dont il a trimballé son corps très dégingandé dans toutes ses KT pour aller conquérir les ceintures. Numéro 2, Tommy Hearns, c'est numéro 1, Roberto Duran. Tu vois, à un moment, je me suis dit, ça se trouve, Philippe, il a mis Léonard numéro 1 et on aura 4 numéros 1 différents, ça aurait été cool. Mais bon, je te connaissais. Les gars. Voilà, je te connaissais trop pour savoir que Duran, ça pouvait pas être autre chose que numéro 1. Et en fait, tu as dit la phrase, tu as dit 2 trucs que je partage tellement. Tu as dit le mot cool. Il n'y a pas plus cool que Roberto Duran pour moi en tant que boxeur. Et tu as dit un truc, c'est pas le meilleur boxeur de tous les temps. Moi, si je fais un top all-time, je mets Sugar Ray Robinson restera numéro 1 tout le temps. Mais c'est mon boxeur préféré de l'histoire. Ouais. Roberto Duran. Pour l'histoire, pour son histoire perso. On va citer quelques livres là avant de parler des combats, mais allez lire End of Stone de Christian Giudice, mais c'est extraordinaire. Là, voilà, Dylan vous montre Forking. Pareil, si vous ne l'avez jamais lu de George Kimball, allez-y. Il y a tout ce qu'on vient de vous raconter, c'est détaillé avec tous les combats, toutes les histoires autour des combats, c'est fabuleux. End of Stone, donc la biographie de Christian Giudice de Roberto Duran, elle est fabuleuse, toutes les anecdotes qu'il raconte. Cette anecdote avec Esteban de Jesus, dont tu parlais, Kabir, où il va le chercher quand il a le sida, enfin, tu vois, et il va montrer qu'il peut l'enlacer et tout. Enfin, le mec est extraordinaire, le boxeur est extraordinaire. À l'intérieur, Philippe, tu as tout dit, mais quel délire c'était. Et les combats contre Esteban de Jesus, en effet, qui ne sont pas dans cette série des Four Kings, c'est en poids léger. Mais il faut aller les voir. Enfin, le 2 et 3, tu as raison. Vraiment, il va falloir se lever tôt pour aller nous chercher meilleur que Duran est ces soirs-là, quoi. Et là, à l'intérieur, la capacité qu'il avait de boxer, d'enchaîner ses combinaisons, c'est absolument extraordinaire. Et là où, moi, il y a un argument qui le met numéro 1 de toute façon sur tout ça. Ce mec-là, son premier combat en 1968, c'est à 119 livres. C'est en bantamweight. C'était en bantamweight. Donc, c'est la catégorie dans laquelle était Inoue il y a quelques années. C'est absolument délirant. Il a été chercher des super middle. Il a été défié Hagler. C'est unique. C'est unique. Enfin, c'est un truc qui est absolument délirant. Et dans cette série, finalement, on l'a pas à son meilleur. Tu as raison, Philippe, c'est en léger. Voilà. C'est en léger qu'il est le meilleur. En léger qu'il est le meilleur. Mais on a quand même un mec qui a des coronesses en titane, des mains de pierre, mais des coronesses en titane, et qui va s'en prendre des belles dans cette série-là, comme c'est celui d'Hearns dont on a parlé, et qui a sans doute la plus belle victoire, mais là on va en reparler tout de suite après, de toute cette série-là, et peut-être la plus grande victoire de l'histoire de la boxe. Philippe, tu veux rajouter? Juste un truc pour les gens qui ont regardé le documentaire de Dylan, le chef-d'œuvre, et qui regardent et qui comparent avec ce que Crawford vient de faire. Juste pour revenir sur Duran pur, si on compare un peu Duran et Crawford en termes de poids, il y a quand même des choses qui se ressemblent en termes de montée. On est tous d'accord que Crawford, quand il a combattu Canelo, il ressemble à un mec de 168. Duran, tu vois qu'il appartient pas du tout dans le ring quand il était avec Hagler et Hearns, parce que c'est un gros Duran. C'est-à-dire que pour prendre ce poids-là, il galère. Tu sais que c'est pas une bête physique. Il a pas d'abdos, il a plus rien. Alors c'est vraiment que le courage et les skills, quoi. C'est un délire. Il a commencé en bantamweight, ce mec. C'est ça. Il a commencé c'est ridicule. Enfin, vraiment. Il y a un côté ridicule à souhait. Donc voilà, Roberto Duran, on partage, Philippe, notre numéro 1. Mais on en a à 4, on en a eu quand même 3 différents. C'est cool. Il y a que je veux avec Kebar, ouais. Ouais, il y a quoi Mais tu vois, Duran, pour moi, c'est ce que je dis. Moi, c'est mon 3e, mais par contre, dans mon top pound for pound all time, il est plus haut que les 3 autres. Ouais. Par contre, dans les critères pound for pound, de dire effectivement, j'ai commencé à 119 et je suis monté jusqu'à me taper avec peut-être le meilleur poids moyen de tous les temps, qui est en plus un vrai poids moyen naturel. Enfin là, il n'y a pas de.
enfin, qui est un monstre physique absolu, et puis faire le combat qu'il a fait en plus. Enfin, pour le coup, Duran, c'est légendaire. Et d'ailleurs, micro-anecdote sur Duran, c'est le seul des 4 que j'ai croisé dans la vraie vie. Il dégage une aura phénoménale. C'est un truc de fou. Et d'ailleurs, c'est une des rares fois de ma vie où j'ai vu mon père avoir les larmes aux yeux. J'étais avec mon père. De voir Duran en vrai, mon père, il était ému comme un gamin. Tu vois, enfin, il y avait vraiment un truc de. Putain, c'est la légende qui a rythmé mes nuits pendant toutes les années 80, quoi, tu vois. Ouais, il dégage un truc. 70-80, donc c'était. Ouais, non, Duran, c'est un délire. Mais l'aura, tu pourras être sur des anecdotes d'aura. Ma femme, vous le savez, est colombienne, coucou Gloria. Et la première fois que j'ai rencontré ma belle-mère, colombienne de Bogota pure, et ma femme lui a expliqué ce que je faisais dans la vie. Le premier mot, elle se tourne vers moi, et le premier truc qu'elle dit, c'est Roberto Duran. Incroyable. Truc de. Voilà, il faut aussi voir ce qu'il représentait pour ces pays-là. Tu vois, c'est même pas son pays, là. Tu disais justement que Léonard, c'était le personnage principal, mais d'un point de vue américain, mais en Amérique du Sud, je pense que, ouais, effectivement, Duran, c'était un héros. Et c'est pour ça que le Nomas, il a un si gros impact. C'est parce qu'en fait, c'était l'icône du macho man. Et c'était le mec qui prenait tout le monde, qui voulait tuer tout le monde. Et quelque chose de super intéressant, c'était que lui, il fonctionnait à l'ego et à la rivalité. Tu vois, le but, c'était pas de se dire, bon, on est des sportifs, bon, ils sont entraînés dur, je me suis entraîné dur. Tu vois, c'est des discours qu'on entend aujourd'hui. Non, il n'y a pas de. Lui, c'est juste, je vais le tuer. Je vais le tuer et bon, bah, s'il meurt pas, c'est bien pour lui, mais s'il meurt, ça m'arrange aussi, tu vois. Je prends mon billet et tout. C'était un truc guerrier primaire et c'est ouf parce qu'effectivement, il est du Panama, mais son père, il était américain d'origine mexicaine. Donc, en fait, il englobait un peu toute l'image de la boxe sud-américaine. Et lui aussi, d'une certaine manière, bien que ce soit pas le personnage principal parmi les 4, ben, c'est le plus iconique, c'est le plus cool. Et ouais, aujourd'hui encore, il est iconique. Et tu le disais justement, je pense que celui qui, s'il y avait un nom qu'on devait garder sur les 4, ce serait celui-là. Même si c'est pas forcément sportivement, parmi les 4, par rapport aux affrontements qu'il a fait, pour les raisons qu'on s'est dit, timing et poids, c'est pas celui qui a eu les plus beaux résultats sportifs. D'un point de vue iconique et boxe en général, si on devait en garder un sur les 4, je pense que ce serait lui en vrai. Et tu sais que vous vous rappelez la vidéo Bon anniversaire Turquie, là, il y a quelques temps? C'est vraiment le mec. C'est vraiment le mec que ça m'a le plus emmerdé de voir dans cette vidéo. Ouais. Les autres, je dis, allez, vous faites votre business, de toute façon, vous êtes là pour. Et lui, ça m'a emmerdé de le voir. C'est de l'IA, moi, j'y crois pas. Moi. C'est dur. On passe au classement des combats, les gars. On parlait. Juste. Ouais, vas-y. Dans les commentaires, mais n'hésitez pas à mettre qui votre top 4 également. Et je suis super curieux. Vous pensez c'est qui le plus populaire actuellement des 4 dans les gens qui kiffent la boxe? Parce que maintenant, on a énormément de recul on a vu tous les combats, on connaît toutes les histoires ou presque. Et puis le monde change également. On n'a pas les. Je suis pas sûr que Duran, la personnalité qu'il avait maintenant, il serait aimé de nos jours en 2025. Tu vois. Il y a des choses sur lesquelles tu peux pas parler, dans lesquelles lui il parlait. Tu vois. Par rapport à la couleur de peau, à la sexualité, tout ce que tu veux, tu vois, de ce trash talk-là, c'est même pas la peine d'y penser en. Ouais, bien sûr. Moi, je dirais. C'est une autre génération. Et je pense que celui qui est le plus aimé, c'est Hearns et Hagler. Je pense que c'est les deux quand même. Ouais. Je suis d'accord. Moi, je suis Hearns, voir, c'est tout. Hearns plus, parce que Hearns, il est vraiment ghetto. Hearns, il est ghetto. Chez les dans l'époque d'aujourd'hui, avec l'Instagram et TikTok et tout. Mais même là, t'as vu, il est vieux, il a du mal à se lever, mais il est un peu ghetto quand même dans l'attitude. Il a la classe de ouf. Ouais, la classe de ouf, tu vois. Ouais. Moi, je mets Hagler, il est un peu. Lui, il a le bagou, il a beaucoup de panache. En fait, Hagler, faut connaître ta boxe pour aimer Hagler. Toi, alors, tu peux ne rien connaître et tu te dis, ouais, mec, ce qu'il vient d'envoyer, c'est dingue. Même le style, tu vois, il envoie une patate, il pourrait faire des. D'ailleurs, c'est un truc de ouf et je kiffe qu'il fasse ça. Je pense pas que ce soit forcément lui derrière, mais quand vous regardez ses réseaux sociaux, il est grave branché à faire des edits, il reprend des images d'hippo et il dit ouais, moi c'est vrai, je suis comme Mashiba et tout, c'est un truc de ouf. Et tu vois, malgré le fait que là, il est la soixantaine, il soit dans ce truc-là, je me dis, si il avait vécu à cette époque-là, il aurait été, tu vois, le mec qui fait des TikTok, des lives, il aurait été grave branché sur les réseaux et je pense que ça aurait été largement le plus populaire. Sugar Ray, il est trop propre. Duran, il aurait été cancel. Et à dire justement, il a, comme on dit, la boxe. Ouais, plus c'est moins on aime, mieux elle est. Et Hagler, il a une boxe trop belle, trop parfaite, à mon sens, pour que ça puisse marcher. Ça aurait fait un peu à la Shakur, tu vois. Shakur, c'est un excellent boxeur, tout le monde le kiffe, il aurait été unanime. Mais vas-y, on préfère un Gervonta, parce que Gervonta, il fait du bruit, quoi. Et je pense que Hearns, il aurait eu de ce rôle, tu vois. Par contre, Philippe, il a dit un truc intéressant, parce que moi, sur ta question, j'allais répondre. Je pense que chez les passionnés de boxe, on verra en commentaire. Comme tu disais, parlez-nous-en dans les commentaires, les gars. Je suis pas sûr qu'Hagler revienne pas le plus souvent, en fait. Chez les purs amoureux de boxe, justement pour cette boxe
tellement belle et tout. Je suis pas sûr. Comme Crawford, tu vois. Crawford, là, c'est le premier, c'est le pound for pound, c'est le meilleur. Mais en vrai de vrai, bah, les gens ils parlent plus de Canelo. Tu vois. Aujourd'hui, là, si on peut faire un comparatif toute proportion gardée, je te parle vraiment d'un œil, on va dire, de très loin. Effectivement, Crawford, quand tu es fan de boxe, c'est le numéro 1, c'est le meilleur. Ok, mais après, en dehors de la boxe. En vrai, par exemple, même son côté humour, pince sans rire et tout, en vrai, Usyk est plus cool. Hein. Bah oui, il danse avec ses lames de cheveux. Tu vois. Ouais. Crawford, il est plat. Et c'est un chic type parce qu'on sait, il s'occupe de ses enfants, il s'occupe de sa ville. Il y a rien à dire. Comme tu dis, comme Hagler, il n'y a pas grand-chose à dire. En dehors du ring, c'est un chic type. Rien à dire. Et il n'a pas ce côté ghetto que Ernst, il a, ce côté un peu criminel, méchant, quoi. Et je pense que c'est pour ça que Ernst, il aurait été plus populaire aujourd'hui que les autres. Bon, avant notre top des combats, les gars, on parlait, Dylan vous a montré le Forking de George Kimball qu'on vous recommande une nouvelle fois. Je vous ai parlé de End of Stone de Christian Giudice. 2 autres livres que je peux vous recommander. The War de Don Stradley qui évoque le Hagler Ernst dont on va reparler là dans notre top des combats. Super bouquin. Pile que sur ce combat. C'est génial parce que ça raconte tout l'avant, l'après, le pendant. Et The Super Fight de Brian Dugan qui raconte le Hagler-Leonard et l'importance de ce fight qui est resté mythique dans les mémoires. Et on dit souvent, chez les barbershops américains, encore aujourd'hui, tu as des débats qui a gagné entre Hagler et Leonard. Donc, l'importance de ce fight est énorme. On passe justement au classement des combats. Je vous fais l'ordre chronologique d'abord. Puis après, on va le remonter. On va remonter notre top en donnant chaque fois notre 9e ou notre machin. Ordre chronologique, ça a été Duran-Leonard 1, Duran-Leonard 2, Ernst-Leonard 1. Ce que je disais tout à l'heure, hein, les 3 premiers, c'est Leonard qui est au centre de tout ça. Et les 3 derniers aussi. Duran-Hagler, Duran-Ernst, Hagler-Ernst, Hagler-Leonard, Ernst-Leonard 2, Duran-Leonard 3. Ça, c'était l'ordre chronologique dans lequel ils se sont passés. Maintenant, notre classement, c'est quel le dernier que vous mettez? Numéro 9. Moi, j'ai Duran-Leonard 3. Ouais, moi aussi. Pareil. Philippe? Bah, en fait, moi, j'ai pareil, il est numéro 9, mais il devrait être numéro 1 parce que je suis né pendant ce combat. Ah, félicitations. Vraiment, à l'heure même, je suis né pendant le combat. Ça, c'est beau. Ouais. Ça n'a pas donné. Avoir dans la vidéo un mec qui est né pendant un combat des Four Kings, les gars, quand même. Respect. La classe. Ouais. Ça n'a pas porté chance à Duran. Mais Ouais, ni à Léonard, enfin le combat est cataclysmique. Hein. ouais, en fait, j'y ai presque. On pourrait presque pas le compter, pour être honnête. Ouais, et puis on va pas en parler pendant 2 heures, je pense. Hein. C'est pour l'eau. Il n'y a pas grand chose à dire. on avance. Cette série s'arrêtait à 8, on était très bien, les gars. Que voilà. Sans avoir celui-là, il est beaucoup trop tard. Numéro 8, moi, j'ai Ernst Duran. Le KO est incroyable. Ah ouais? Mais c'est pas assez long. Enfin, c'est trop one-sided. C'est pour ça que je le mets à cette place-là. Ok. Et B. Alors, moi, j'ai hésité de fou entre lui et un autre. Mais je suis obligé de mettre celui qui est une sorte de non-combat ou du moins, peu importe, on ne peut pas parler de la politique de no mass, tout ce que ça implique, toutes les versions qui sont en ligne, blablabla. C'est pas je dis pas que c'est pas une défaite, c'est une défaite pour Duran clé à la nette, c'est même lui qui se met dans cette truc-là. Mais le combat est pas assez intéressant pour être parmi tous les autres. Du coup, mon numéro 8, moi, c'est Duran-Leonard 2. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Same. Ah, intéressant, les gars. Je l'ai un peu plus haut, pas beaucoup plus haut, mais un peu plus haut. Ouais. C'est nul, hein, le combat. Et C'est pas qu'il est nul, mais ce qui nous laisse une impression de pas assez. Bien qu'on ait eu un no mass, justement, nous, on voulait mass. Si on avait eu mass, il serait plus haut. Nous, on n'en a pas eu. Donc, Ouais, et puis par rapport au combat qu'il y a après, quoi. Enfin, ceux qu'on va citer au-dessus, celui-là, il est plus. Enfin, ouais, moi, pareil, je suis obligé de le mettre 8. Ouais. Non, ok, je vois votre idée. Moi, je vais l'avoir juste un peu plus haut et j'ai un argument qui me le fait mettre plus haut. Mais numéro 7, j'ai Leonard Ernst 2. Pareil. Leonard Ernst 2. Ah non, moi, J'ai hésité entre le 7 et, entre le 7 et 8, j'ai un peu hésité. C'était un peu kiff-kiff. Moi, j'ai Hagler-Leonard 1. Que je mets en 7e. Oh, tu l'as pas plus haut, ça? Ah oui? Je l'ai pas plus haut. Justement, parce qu'il y a aussi ce goût de. Ah, on est sur un nul, mais bizarre, quoi. C'est la décision et tout le combat, toute l'opposition qui fait que je le mets aussi. il y a beaucoup à dire dessus aussi. En fait, il y a beaucoup à dire et c'est l'impression il y en a pas eu assez, quoi. Ah ouais, putain, le combat, je le trouve ouf. Philippe, t'as qui, toi, en 7? J'ai Tommy Hearns qui a Tommy Duran. Alors, en vrai, c'est classé un KO parce que c'est pas un combat. Enfin, c'est un combat, hein, clairement, mais Duran, jamais il appartient à ce combat. Tu vois, genre, c'est 6 mois après avoir affronté Hagler. Ouais, c'est ça. Puis bon, la différence du physique, d'âge, tout ce que tu veux. Et également, pour donner du crédit à Hearns, je pense que Hearns, c'est le pire match-up de l'histoire que Duran peut avoir. Oui. Ouais. De par la défense en garde ouverte de Duran, en fait. C'est-à-dire que Duran, ça a toujours été un roi du pari et du bloc, tu vois, ou du slip.
et contre un mec qui feinte aussi bien et qui a une arme aussi dangereuse, longue, enfin, tu sais, une arme nucléaire. Je pense que peu importe quel Duran tu prends, même si moi je considère que c'est le meilleur dedans, tous les jours, Hearns, c'est de l'éteint. Alors là, ça va super vite parce que ce qui lui angoisse, c'est qu'on disait peut-être le plus grand chaos de l'histoire. C'est un des trucs les plus impressionnants que tu peux voir. Surtout de voir Duran tomber comme ça. Ouais. Et même le premier round, il se fait tabasser des Il se fait toucher 2 fois. Ouais. Là, c'est vraiment un truc où il n'appartient pas. Tu vois, c'est limite, c'est humiliant. Presque. Ah, il se fait tabasser à la tête, il se fait tabasser au corps, il se fait tabasser. Le corps, le coup au corps, il le décolle du sol. Enfin, c'est ensuite En vrai, si c'est pas Duran, le combat il est terminé au premier round. En vrai. Ouais, Et donc, je le mets 7 parce que c'est 2 rounds. Tu vois, le KO il est magnifique, donc ça vaut quelques points. Mais je le mets par-dessus Lomas parce que, quand même, Lomas, c'est Duran qui se sort du combat. Là, quand même, Hearns, c'est lui qui va chercher un KO, donc je récompense plus un KO qu'une sorte d'abandon bizarre. Et l'un des plus grands KO de tous les temps, mais du coup, malheureusement, c'est un combat très court et dans un seul sens unique. Donc, je mets à cette place-là. Ah non, mais même en l'ayant mis bas, clairement, c'est un des plus grands KO de tous les temps. J'ai aucun souci là-dessus. On passe en 6. En 6, j'ai Duran Leonard 2. Moi, j'ai mis un petit peu plus haut que vous parce que Nomas, c'est un des trucs les plus mythologiques de l'histoire de la boxe, quoi. Enfin, c'est une des histoires qu'on a refaites. Tu as 50 versions. Aujourd'hui encore, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Et c'est uniquement le côté, parce qu'en effet, en plus, Duran n'est pas bien préparé. Enfin, Leonard joue avec lui quand même. Il s'adapte quand même. Là, par rapport au premier combat, il s'adapte très bien, Leonard. Donc ça je le mets au crédit de sa performance. Mais c'est trop mythologique, en fait. Moi, c'est le côté mythologique qui me le fait mettre là. Ils en ont fait un docu et tout, hein. Enfin, tu sais, juste sur le Nomas, quoi. Ils ont fait un docu, c'est pas sur les Four Kings, c'est sur le Nomas. Où Leonard, il part voir Duran pour lui demander, devant la caméra et tout, pourquoi il l'a abandonné, tu vois. Enfin, c'est un truc mythique et c'était il y a 30 piges, il y a plus de 30 piges et on en parle encore, quoi. Et à la fin, t'as toujours pas la réponse. Et on a toujours la réponse. Pas, hein. Et quand 4 mecs abandonnent de suite face à Lomachenko, tu le surnommes Nomaschenko. Oui, c'est ça. Mais ça fait partie de cette grande histoire de la boxe, donc c'est la raison pour laquelle je l'ai 6, moi. Le vote 6, les gars. Hearns Duran, moi, pour le coup. À peu près pour les mêmes raisons qu'a cité Philippe, juste pas au même endroit, mais Hearns trop au-dessus, donc il n'y a pas forcément grand-chose à raconter, mais comme Hearns c'est mon préféré, la démonstration de force est folle, et puis le coup de fusil à pompe, quoi. Enfin, vraiment, ce coup de fusil à pompe, là, c'est glaçant, et voir Duran tomber comme ça, comme disait Philippe, déjà, si c'est pas Duran, le combat, il s'arrête au premier, mais si c'est pas Duran, surtout, le mec, il se relève pas, parce que Duran, il essaye de se relever, quand même. Ouais, il est pas coup de fusil à pompe, il essaie de se relever, mais personne, en vrai, tu manges de la purée pendant 3 semaines, et puis fin de l'histoire, tu vois. Moi, en 6, j'ai Hagler Duran 1, parce que c'est mes 2 préférés. Donc, tout simplement, le fait de les voir, même si c'est une décision plutôt, un combat sur lesquels, bon, je me dis, ah ouais, quand même, c'était chaud pour Duran, et Hagler, il a fait une très très belle victoire, mais je le mettrais en 6, ouais. Wow. Il est fâché. Non, ça me surprend de ouf, c'est tout. Tu l'as beaucoup plus haut, donc. Ouais. Vas-y, ton 6, toi. Leonard Hearns 2. Super fun fight entre 2 mecs vraiment en déclin, mais qui ont toujours un style super cool. En plus, ça s'envoie des bombes là, dans tous les sens. Décision volée, encore une fois, c'est Hearns qui a dû gagner. Et bon, voilà, super cool combat. Les mecs sont vieux, peu importe le résultat, c'est du fun, quoi. Cool à voir quand même, parce que tu vois que malgré l'âge et la rouille que les mecs encaissent, ils sont toujours quand même à un niveau très très élevé. Souvent, on est un peu injuste avec ce combat en disant que c'est bon, les 2 vieillards qui se tabassent. En vérité, ils sont encore méga forts. Non, c'est un gros fight, c'est un très gros fight. Ouais, exactement. Et donc, en plus, il est super divertissant. Ouais. C'est pas celui que j'ai le plus analysé où je vais chercher des trucs, mais tu veux te prendre une petite heure de plaisir, tu fais pas de ça. Il est facile à regarder, il est très très vite. Facile à l'œil, ouais, exactement. Et comme vous dites, tu veux te prendre une petite heure, d'ailleurs, parenthèse, j'avais rechecké, elle est toujours sur le YouTube de Top Rank. Vous avez un marathon où il y a 8 des 9 combats. Le 55, ouais. Le seul qui est pas, c'est Leonard Duran 2. C'est le Nomas, c'est le seul qui est pas. Sinon, vous avez tous les combats en enchaîné. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, c'est gratuit, c'est sur YouTube, les gars. Ouais, finissez l'émission quand même, avant d'y aller. Numéro 5. Messieurs, Hagler Leonard pour moi. Ah putain, moi c'est dur. J'hésite entre 2 et j'ai galéré. Mais je vais mettre Hagler Leonard aussi. Ouais, putain. Ouais, ok. Hagler Leonard. Mais avec mon 4, ça a été la misère. Ouais, Hagler Leonard. Ah, c'est. Moi, Leonard Hearns 2, pour les raisons dont on a parlé, un peu trop tard, et décision sur lesquelles tu dis, bon, c'est un peu sale. Mais justement, le fait d'avoir les 2 sur un ring et d'avoir un bel échange stylistique, je trouve que
ça fait que c'est un combat, comme vous dites, super cool à regarder. Donc, je passe un super moment pour ça qu'il est aussi haut. Ouais. Mais tu vois, Hagler-Léonard, trop tard aussi, tu vois. Ouais. Moi, je peux pas le mettre plus haut parce que les 4 devant, bah, je peux pas les. Voilà, ils sont là, ils bougent pas. Ouais, c'est un peu pareil, moi. Mais son importance, c'est incroyable. Je le dis, c'est vraiment le truc des barbershops quand même. Enfin, tu vois, c'est qui a gagné, Hagler ou Léonard. Et donc, son importance quand même dans la boxe, elle est hyper haute, quoi. Donc, si tu le faisais un classement de l'importance de ces combats, je l'aurais plus haut, tu vois, je pense, dans ce qu'il représente. Mais pour les autres, je peux pas avec les 4 qui sont devant. Philippe, ton 5. Hagler-Léonard. Ok. Juste, je rajoute, à la base, c'est vrai que ce combat arrive tard et tout, on en a déjà beaucoup parlé. La manière dont gagne ou pas, enfin, pardon, dont le score et le combat également, c'est controversé. Moi, j'étais déçu, entre guillemets, du manque d'ajustement, d'ajuster trop tard de Hagler. Et pour moi, ça a un gros impact sur la manière dont je le vois en tant que combattant en général, ce combat. Parce qu'à la base, c'est quand même les deux boss des Four Kings qui s'affrontent, tu vois. C'est-à-dire que le Duran est 4, Hearns est 3. Et bah, il y a ce truc-là où Hagler est 1, Léonard 2, tu vois. Et c'est bon, bah, est-ce qu'on va finalement avoir un peu le combat des deux boss? Et alors, le combat, moi, je le trouvais plutôt bien, même si, tu vois, tu sens que Léonard, il est très prudent et tout, nanana. Puis il a sa petite tactique, là, des fleuris, tout ce que tu veux. On en a beaucoup parlé en général de ce combat. Mais je trouve que quand même, le combat est super intéressant, surtout la fin. Et il monte bien, tu vois. À la fin, il finit vraiment, vraiment très fort. Seul problème, c'est un peu les décisions. Mais en termes d'importance, de score, c'est peut-être le plus important. Mais pour moi, ouais, je le mets 5e en termes de qualité de combat, ouais. On est à peu près d'accord, tu vois, sur celui-là, à peu près tous. Numéro 4, Duran Hagler, pour moi. Pareil. Et c'est pour ça c'était compliqué entre les deux, mais je pense que tu es obligé de le mettre dans le top 4 Duran Hagler. Ouais. C'est marrant que tu dis ça, Dylan. Ce 4 et 5, c'est ce qui m'a fait le plus saisir entre ces deux. Ouais, pareil. Ouais. Mais bon, c'est combat. Le combat, il est bonbon, quoi. Le combat est fou, et puis même l'importance du combat pour les deux gars à ce moment-là de leur carrière. Et Duran, en fait, ce qu'il arrive c'est son combat retour du Nomas, tu vois. C'est le combat où il rappelle à tout le monde qu'en fait, Duran, c'est pas juste un gars qui abandonne dans un ring, c'est vraiment pas ça, Duran, que c'est un monstre absolu, qui a peur de rien ni de personne, et qui va à la bagarre avec un mec qui fait 2 fois sa taille et 2 fois son poids. Enfin, j'extrapole, mais c'était un peu ça. Surtout que j'ai relu les articles d'époque parce que j'ai les Boxing News magazine là, sur Hagler, sur Duran, sur Hearns et tout, desquels je me suis aidé en plus du Four Kings pour le docu. Et en fait, tout le monde, en fait, c'est des articles de presse, c'est des magazines qui compilent des articles de presse de l'époque. Donc c'est hyper intéressant d'avoir vraiment la vision des journalistes à l'époque. Et t'as avant, pendant et après le fight, quoi, en gros. Et avant le fight, je crois que c'est un avec justement Duran, Léonard 1 peut-être, à quel point c'est déséquilibré, à quel point personne ne voit Duran faire quoi que ce soit dans ce fight et se faire humilier, en fait. Aller jusqu'au KO potentiellement, et s'il va pas au KO, juste se faire péter la gueule pendant 15 rounds, tu vois. Et ce que fait Duran dans le ring ce soir-là, et Hagler aussi, hein, parce que c'est pareil, enfin, Hagler, il fallait se le coltiner, ce Duran-là, tu vois. Mais du coup, c'est un immense combat en termes de ce que ça représente, de ce que sont ces deux boxeurs, en fait. Tu vois, c'est pas leur meilleur combat forcément, mais ce que ça représente d'eux, je trouve que c'est hyper symbolique de ce qu'étaient ces deux grands monsieur. Donc on a le même 4. Kabir, toi ton 4. Moi, j'ai Léonard Hearns 1. Mais c'est vrai que là, quand je vous entends parler, j'aurais bien interverti, tu vois. Oh là 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 là. Léonard Hearns 4e. Ah ouais. Parce que mon top 3, moi, je privilégie les KO. C'est pour ça, votre KO, vous l'avez mis beaucoup plus bas. Mais moi, dans mon top, moi, c'est la bagarre avant tout. Donc, c'est le KO. Mais Léonard Hearns 1, c'est vrai que c'est un combat où, en fait, ça va jusqu'au bout. Et surtout, Léonard, il va chercher dans ses derniers retranchements. Et t'en parlais tout à l'heure, Philippe, en disant justement le fait que c'est là où tu te rends compte qu'il a du mental. Parce que tu vois que Hearns, il lui donne du fil à retordre. Et qu'il était aussi parti d'un point de vue, même sur les scorings, c'était chaud, c'était serré. Et la fin du combat, elle est vraiment dingue. Donc, ouais, je trouve que c'est un combat iconique. Mais voilà, sur mon top 3, il est personnel et aussi lié au fait qu'il y a du KO et des KO que moi, j'oublierai jamais. Donc, c'est aussi pour ça que je le mets aussi haut. On a dit subjectif, Kabir. Chacun a le droit à son top. Philippe, ton 4. Moi, on lui parlait de combat iconique. Mon 4, ça va, il est un peu iconique. Hagler Hearns. Impossible que je le mette dans le top 3. Parce que moi, j'aime les longs combats. J'aime quand ça monte, ça build. Et là, c'est un feu d'artifice. C'est un accident de voiture, tu vois, qui est très divertissant. Vraiment, l'accident de voiture, ça va dans tous les sens. Les deux font face à beaucoup d'adversité. Enfin, c'est vraiment une guerre. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Je pense que c'est un des combats qui vend le plus la boxe que tu peux regarder en 8 minutes. Donc, pour les gens qui n'ont jamais vu, je vais juste taper sur YouTube ça.
8 minutes et tu seras amoureux de boxe pour toute ta vie. Donc, c'est vraiment une pub parfaite pour la boxe. Alors, en plus, tout ce qui est pré-fight de ce combat, c'est vraiment bon, c'est vraiment le pur divertissement. Mais je peux pas le mettre dans le top 3 parce que je sais que les combats en face sont beaucoup plus profonds, si on peut le permettre comme ça. Donc voilà, Hagler Hearns. Ok, non mais je disais tout à l'heure, allez lire The War de Don Stradley parce que tu as raison, tout l'avant-combat qui est raconté, ce combat est incroyable et ce combat, quand même, voilà, quand un combat qui s'appelle The Fight se transforme en The War, quand des auteurs sont capables de faire des livres entiers sur un combat qui a duré 8 minutes, tu sais qu'il s'est passé quelque chose quand même. Moi, il est numéro 3. Ouais, moi aussi, numéro 3. C'est le plus grand round de l'histoire de la boxe. Ouais. Honnêtement, voilà. Et effectivement, ça dure pas assez longtemps. Je suis d'accord que ça peut être compliqué au niveau du classement. Mais putain, alors il dure pas longtemps, mais il s'en passe des choses en 8 minutes. C'est ça, en fait. Il s'en passe plus que sur des combats de 15 rounds parfois, tu vois. Enfin, là, quand même. Surtout, je pense que si tu regardes avec nos yeux d'aujourd'hui, c'est un peu la réflexion que je me suis fait en rematant tous ces fights, tu vois. C'est les gens de cette génération-là, moi, mon daron, par exemple, qui te disent ça me manque la boxe des années 80. Ils parlent de ça en fait. Ils parlent de ce fight. Et ils parlent des 4 rois. Ils parlent de ça là. De ce moment où la boxe n'a plus aucun sens. Et en fait, tu regardes c'est ça, un accident de bagnole en fait, pendant 8 minutes, où à la fin, vraiment, t'es essoufflé. Alors que t'étais dans ton canapé en train de bouffer des chips, mais t'es essoufflé. Parce que vraiment, moi, je suis d'accord avec Philippe que du coup, il est peut-être. Enfin, il dure que 8 minutes, donc c'est difficile de le placer dans le classement. Mais c'est peut-être le combat le plus symbolique de toute cette période. Ouais. Donc c'est pour ça, moi, pareil, c'était mon top 3 quasi immédiat, tu vois. Ouais, mon top 3, je l'ai eu en 5 secondes. Donc on a le même, Dylan, Kabir. Moi, mon top 3, c'est Léonard Duran 1. Parce que c'est le premier que j'ai vu, celui qui m'a le plus marqué dans l'ordre des découvertes. C'est Duran. Plus Kabir, il donne ses choix, plus Philippe, il s'en fout. Pipa au bord du suicide. Putain, tiens le coup, Pipa. Je sais que son gars sûr, mais justement, je voulais raconter l'histoire. Moi, c'est Duran que j'ai découvert en premier quand j'ai fait mon rattrapage, entre guillemets. Et du coup, effectivement, c'est par ce combat-là que j'ai vu le fait qu'il ait réussi à amener Léonard, qui était justement bien favori dans ce combat-là, sur lequel on se disait d'un point de vue stylistique, ça va être compliqué pour Duran. On a beaucoup sous-estimé le style de Duran en le considérant comme un brawler uniquement. Et même si quand tu regardes, on va dire, sur la surface, tu as l'impression que justement, on pourrait résumer ce combat grossièrement en se disant Duran, il a fait la bagarre contre un Léonard qui n'a pas voulu boxer, enfin, qui a voulu lui aussi rentrer dans la bagarre et Duran, il a gagné tout simplement. Mais dans les petites subtilités, à chaque revisionnage de ce combat-là, je trouve qu'il y a des subtilités et on a eu la chance justement qu'il aille jusqu'au bout. Des points techniques, une intelligence de combat de Duran qui fait qu'il est beaucoup plus intéressant à voir au fil des revisionnages et c'est l'un de ceux que je préfère le plus mater, aussi parce que c'est l'un des premiers. Mais voilà, moi je le mets troisième pour cette raison-là. Pipa, ton 3. Léonard Hearns 1. Bon, on en a parlé pas mal, notamment quand on parlait de la punition des combattants. Il pourrait être 2, mais après, là, c'est l'émotionnel qui passe, c'est la tâche qui passe. Je ne peux pas le mettre 2. 1, parce que déjà, le combat, il est incroyable. On commence par ça déjà. C'est 15 secondes à l'époque, encore. Pas comme le combat contre Hagler, du coup, par exemple, de Léonard. Et là, tu vois tout le talent des deux, également de Hearns, sur une énorme partie du combat où il domine énormément et tu vois que Léonard, il n'arrive pas trop à couvrir la distance, c'est compliqué pour lui. Son jeu de jambes, qui est peut-être le meilleur des 4, ne sert pas tant que ça parce que c'est un sniper, l'autre en face. Et puis bon, ça finit de manière super dramatique. Ça part dans les cordes de tous les sens, ça sort du ring, c'est knockdown, pas knockdown. Enfin, c'est la guerre à la fin. Et ouais, enfin, c'est vraiment, je pense que c'est peut-être des 30-40 meilleurs combats de boxe que j'ai vu de ma vie, largement. Ouais, à chaque fois, tu me donnes celui qui suit pour moi, donc il est numéro 2 chez moi, Léonard Hearns. Pas moi. C'est Duran Léonard, mon numéro 2. Ah, ok. Truc d'affect, et Hearn, j'étais obligé de mettre un fight avec Hearn en premier, et le Hearn Léonard, moi, en termes de qualité de fight, le scénario en fait de Duran Léonard est beaucoup plus fou pour ce que ça implique par rapport à Duran, par rapport au fait qu'il soit tellement pas favori, qu'il arrive et qu'il fasse ce qu'il fait contre le mec contre qui il fait. C'est une singerie, et c'est peut-être effectivement c'est le combat en plus qui démarre la décennie, tu vois, des Four Kings. Mais moi c'est mon numéro 2 parce que ouais, mon numéro 1 il fallait que ce soit Ernst Léonard, qui est pour moi dans mes top 10 de mes fights préférés en termes de qualité de combat. Le Styles Makes Fight, et celui-là il était fait pour il fallait qu'ils se croisent ces deux mecs à ce moment-là de leur carrière, à leur prime, parce que putain ce fight si vous avez le temps, c'est parce que c'est plus long que les 8 minutes.
Mais celui-là, si vous l'avez pas vu, faut absolument voir. Et Duran Leonard, pareil. Hein. Là, c'est 2 must-watch absolus. Absolu. Tu peux pas ne pas aimer la boxe et pas mater ces 2 combats. C'est pas possible. On a inversé. Donc, moi, j'ai Leonard Hearns 1 en 2 et en 1. On va donner nos 1 et 2. Comme ça, on boucle le classement à chaque fois. Et Duran Leonard 1 en numéro 1. Donc, Leonard Hearns, c'est juste. Tu l'as dit, mais c'est que ce combat, il le fallait. Il est incroyable. Le scénario est fou. Le 13e round, enfin, tout ce qui. Comment ça semble basculer pour Hearns, ça revient. Extra Angelo Dundee sur qui le chauffe sur le hurle dans le coin. Ouais, c'est must-watch. Ouais, vraiment, c'est un des meilleurs combats de l'histoire de la boxe, quoi. Tu vois, tu le ranges dans ce genre de classement, donc c'est à mater. Et Duran Leonard, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est la plus grande victoire de l'histoire de la boxe, les gars. Vous attendez droit à voir l'histoire de la boxe. Duran qui va battre Leonard, l'invaincu, et le chouchou et la façon dont il le fait. Enfin, pour moi, c'est numéro 1 sur ça. Donc j'étais obligé de l'avoir en numéro 1. Kabir, t'es 2 et 1. Donc. Ouais, 2 et 1. Moi, c'est Hearns Duran en 2 et Hagler Hearns en 1 parce que c'est la bagarre avant tout. Et c'est que c'était du gros chaos. Mais juste pour revenir sur Leonard Duran 1, je suis d'accord avec toi. Ce qui est dingue, c'est que c'est le méchant qui gagne, en fait. Et c'est ouf de se dire que pour ouvrir cette rivalité entre ces 4 boxeurs, tu commences avec le méchant qui gagne, quoi. Et tu te dis, on l'attendait pas à ce moment-là. Et c'est aussi pour ça que, ouais. On parle de Duran, mais on se dit que c'est lui le plus cool. Et pour des raisons comme celle-là, le fait qu'il est allé jusqu'au bout, qu'il ait pris tout le monde dans des catégories où naturellement il n'y était pas. Tu vois, le méchant qui bat le perso principal, c'est iconique. Mais en fait, c'est un vrai scénario de film, Kabir. Non, c'est le méchant au début, c'est le méchant, c'est l'antagoniste qui prend le. Qui gagne, puis après, t'as Léonard qui s'embourgeoise, qui se blesse, qui quitte, qui revient, qui affronte le jeune. France. C'est vrai que ça fait vraiment scénario de film. Ça pourrait être cool d'avoir une mini-série sur un. Pour le coup, si tu mettais dans un truc de film comme ça, le nomas, c'est vraiment le milieu du film où tout le personnage il change, toi. C'est-à-dire que l'antagoniste devient le héros et tout. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Ouais, incroyable, mais du coup, comme je disais, pour mon top 1 et 2, moi je privilégie le côté vraiment iconique, KO. Donc c'est bien la technique, hein, mais c'est deux mecs qui sont debout. Il y en a un qui finit par aller au plafond à la fin. Et quand tu vois vraiment Hagler contre Ernst, tu vois un petit mec chauve tout balèze rentrer sur un grand mec tout maigre, se rentrer dedans. Tu vois, en fait, tu peux pas passer par exemple dans un endroit et tu vois ça dans un écran et tu peux pas détourner les yeux. Et juste cette image-là, le fait de se dire que ces mecs-là, ils ont été capables de faire ce que maintenant, je pense, aujourd'hui, personne n'est capable de faire, bah, je le mets dans mon top 1 parce que ça marque en fait. Ça marque et c'est un truc où tu te dis que tu sois fan de boxe, que tu connaisses, c'est du divertissement pur. Mais quand tu kiffes et tu regardes le combat au ralenti, certes, c'est 8 minutes, hein, mais quand t'es un fou de la guerre, tu peux le regarder au ralenti et te refaire ce truc et te dire, mais attends, en fait, à ce moment-là, t'as l'impression qu'il a fait une patate un peu au hasard, mais pas du tout, parce qu'il savait qu'il était dans ce coin-là du ring, que là, il allait le coincer, qu'il pouvait pas se faire toucher avec le crochet. Et tu remues le film et tu refais le film à plein de reprises et tu te dis, mais dans tous les cas, ces mecs-là, ils sont différents, ils sont construits différemment. Et donc, ouais, pour ces raisons-là, c'est pour le fait que ce soit de la violence, certes, mais de la violence scientifique, limite. Tu te dis, c'est dingue. Et pour tout, bien sûr, tout l'impact que ça a et tout l'avant-combat, tout l'après-combat, le fait que ce soit deux personnages haut en couleur et très différents qui s'affrontent, c'est comme si tu avais deux idées totalement différentes qui se confrontaient dans un choc. Je trouve ça ouf. Moi, je trouve ça ouf. C'est pour ça que je le mets numéro 1. En fait, je comprends puis avec l'argument que tu donnes de côté bagarre, mais je comprends plus d'avoir Hagler Hearns que Duran Hearns, oui, tout à fait. Qui est one-sided en fait. Au moins, oui, non, le Hagler Hearns, c'est un vrai combat. Tu vois, ouais. C'est dans ce sens-là où moi je l'apprécie plus. Philippe, ton 2 et 1, donc j'ai bien cru comprendre. Juste avant ça, avant de commencer, je pensais que Kabir, en top combattant des 4, il allait mettre Hearns numéro 1. Et quand je vois son classement, je me dis, il pourrait mettre Hearns numéro 1 en vérité. Ouais, mais après, Hagler. Parce que Hearns, c'est vraiment le plus la bagarre, toi. Des 4, c'est vraiment le plus pour moi. Mais en vrai, moi, de mon analyse, hein, je me dis, si j'en ai bien à qui je voudrais ressembler, ce serait Hagler. T'as vu, Hearns, c'est beau à voir, mais Hagler, tu te dis. Juste parce qu'Hagler, il est beau gosse, c'est pour ça, en fait, c'est une question de beau. Ouais, c'est ça, en fait. Voilà, c'est ça que j'ai fait mes contours. Et il n'y a pas de honte, hein. Tout le monde peut être beau. T'as envie de rejoindre la confrérie des chauves, c'est tout, Kabir. Ouais, je vais me raser la tête aussi. Donc, du coup, mon top 2. Numéro 2, Duran Hagler. Je ne veux pas encore expliquer comment j'aime ce combat. C'est peut-être le plus sous-coté pour moi de tous les affrontements qu'ils ont eu entre eux, les quatre rois. C'est parce qu'il n'y a peut-être pas d'action, tu vois, une séquence ou un punch en particulier que tu peux mettre sur Instagram ou que tu peux clipper, tu vois, genre, mais ce combat-là, mais c'est une folie. Alors, autre du fait qu'à la base, tout le monde pense que Duran va se faire démolir, voire humilier. C'est une défaite,
certes, qui perd vraiment dans les derniers rounds en plus. C'est vraiment, si le combat il est 12 rounds, il gagne. Mais c'est une défaite, mais c'est sa renaissance en vérité. C'est-à-dire qu'après le KO Kenomas, les 1 an et demi, 2 ans là, où il se fait huer par tout le monde, où il est plus dedans, malgré qu'il perde, il affronte vraiment un monstre et il montre tout ce qu'il est capable de faire techniquement, la rage qu'il a encore, enfin la capacité d'encaisser, nanana. Et honnêtement, Hagler, il galère hein, pour gagner ce combat. C'est vraiment, c'est peut-être un des combats les plus serrés qu'il y a avec le Hagler-Léonard, parce que le combat est un peu bizarre comment il est scoré. Et en fait, je te disais, le Duran-Leonard, c'est peut-être la plus belle victoire de l'histoire de la boxe. Si Duran avait battu Hagler, il n'y aurait même pas de débat. Ah ouais, là, c'est très sûr. Ouais. Ça, c'est peut-être une des plus belles défaites de l'histoire de la boxe. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, exactement. Pour moi, et ce combat, juste en termes, là, je parle juste de style et de kiff, qui pour moi est le plus important que tous les extra sportifs. C'est un combat que tu peux regarder au ralenti, mais toutes les feintes, les décisions qui sont changées par les choix des autres, les ajustements, le nombre de coups au corps, enfin, la capacité de défense des deux. Enfin bref, c'est mon côté romantique, ça, de la boxe, mais c'est peut-être, j'étais à 2 doigts de le mettre 1, mais je peux pas le mettre 1, mais j'étais à 2 doigts de le mettre 1. C'est vraiment, pour moi, le combat auquel je vais mater quand je me sens pas bien. Journée pourrie, Hagler Duran, tu vois. C'est vraiment, ça me met dans un cocon de mélancolie, de nostalgie, comme si le temps s'était arrêté et que ce combat est parfait, tu vois. Genre, il manque juste, allez, pour que Kabir le mette plus haut, un KO à la fin, tu vois. Mais il manque vraiment juste un peu, à la limite, un dernier round de folie. Parce que le combat se termine quand même un petit peu avec Hagler qui est au-dessus. Mais voilà, à part ça, c'est vraiment 15 rounds d'élégance, de musique classique, tu vois. C'est genre. Et donc, Qu'est-ce qu'on me droit Duran-Leonard. Duran-Leonard. Bon, bah, ça, je pourrais écrire un livre dessus aussi. Je pense que C'est Duran qui gagne, hein, juste pour ça. Ouais, mais il y en a qui pensent que c'est Léonard en plus. Hein. Juste le combat en lui-même, bon, déjà le rythme, c'est une dinguerie. Je crois que c'est à peu près 60 punch par round, tu vois, c'est genre un truc comme ça. Et l'intensité descend jamais parce qu'avec Duran, il n'y a pas que les punchs. C'est toutes les entrées réussies, le travail à l'intérieur et tout le mouvement de la tête pour casser la posture. Tous ces trucs-là. Et je trouve que comment on appelle ça, le narratif que, ouais, en fait, Léonard, il a juste pas boxé, elle est un peu simpliste. Il y a des moments où il a essayé, il a juste jamais pu. C'était trop tard. Il fallait commencer comme ça. Et là, le soir, le Duran qu'il a ce jour-là, il a rien à voir avec le Duran dans 4 mois plus tard. C'est vraiment un animal, genre, mais c'est pareil, ce boxeur-là, je dis, je sais pas comment tu peux le battre. En vrai, c'est vraiment compliqué. Et Léonard, malgré tout, il puisse pas boxer à la distance comme il veut, il fait quand même un très bon combat également. C'est-à-dire qu'il gagne quand même pas mal de rounds, toi. Il gagne pas la décision, c'est mérité que Duran gagne, mais les deux donnent vraiment un effort de fou. Et oui, moi, je pense que c'est la plus grande victoire de l'histoire de la boxe et que c'est le plus grand combat de l'histoire de la boxe également. Et du coup, Duran, c'est le seul qui a réussi à faire tourner la tête à Léonard également. Tout à l'heure, je parlais que je le mettais haut, Léonard, parce qu'il avait toujours un peu à manipuler ses adversaires. Et là, c'est lui, tu vois, qui craque et qui dit, ouais, je vais tuer Duran, nanana, tu vois, genre, et qui. Là, pour le coup, c'est Duran, le personnage principal, toi, qui le manipule dans tous les sens. Et puis, bon, bah ouais, ce combat, je sais pas combien de fois j'ai vu, peut-être 100 fois. Les gens, ils vont me prendre pour un mal, au moins 100 fois. Je connais par cœur. C'est genre, pour moi, c'est comme ça que la boxe est née, tu vois. C'est dans mon mémoire, toi, il y en a pour qui, je sais pas, ça va être Tyson de ma génération, comme Alex et moi. Vous, je sais pas, ça va sûrement être Roy Jones, toi, des trucs comme ça, genre vers fin des années 90. Pour nous, c'est vraiment quoi, début de notre génération. Hein. Ouais, moi, je suis plus vieux, c'est Tyson aussi, moi. Mais merci. Trop beau gosse, Dylan. Moi, je pensais qu'il avait 200. Ça fait plaisir. Non, ouais, j'ai 24 ans. Allez. Et donc, ouais, voilà. Pour moi, la boxe, elle est née le 20 juin 1980, là, genre 21 juin 1980 à Montréal. Sans doute un des plus grands combats de l'histoire de la boxe. Ouais, ça, en tout cas, il est dans la discussion. Il y a Ali Forman, on peut parler aussi, qui est aussi une victoire quand même. Et un combat. Ali Frazier, mais bon, vu qu'ici, il n'y a que des haters de Frazier. Ouais. En tout cas, merci les gars. C'est un... Dylan, je t'ai vu faire le mot. Vas-y, on va pas refaire le film. Non, le film, vous pouvez le regarder et le retrouver encore. Le documentaire, il restera sur notre chaîne YouTube avec cette discussion-là. Donc, vous pourrez encore vous en délecter si vous aimez cette époque et les Four Kings, parce que il a raison, la boxe et je sais plus qui le disait, je crois que c'est toi, Philippe, ou toi, Dylan, mais la boxe que nos anciens, la boxe qui leur manque, c'est ça. C'est celle-là, en effet. Et c'est ces années-là qui sont parmi les plus belles qu'on ait jamais eues. Dans des rings, et c'était en plus les débuts où Canal commençait à prendre des combats là-dessus. Enfin, il y a une mystique aussi autour de tout ça qui est absolument folle, même de ce côté-là de l'Atlantique. Merci les gars, gros plaisir d'avoir fait ça. J'espère que vous, dans les commentaires, dites-nous si vous avez apprécié qu'on vous propose
d'abord ce super documentaire de Dylan, puis cette grosse discussion pour voilà, vous donner tout sur notre amour de ces 4 boxeurs qui sont 4 parmi les plus grands boxeurs de l'histoire de ce sport. Donc vraiment, les Four Kings, n'hésitez pas à aller mater tous les combats si vous ne les avez pas matés. C'est, allez, à part le Léonard du round 3, vous pouvez le mettre de côté, mais tout le reste, c'est absolument bonbon et obligatoire quand vous aimez le noble art. Merci Philippe, merci Kabir. Merci. Ilan. Merci Et à bien, on vous, se les gars. retrouve très vite dans Jab & Hook pour parler boxe sur Jab Life. Ciao, ciao. Salut à tous.